Je suis ce que l'on pourrait appeler un détective du web. Une chose est certaine sur Internet, tout ce qui a pu y apparaître un jour, quelle que soit la manière, ne disparaît jamais vraiment. Je fouille les méandres de la toile, à la recherche de données enfouies dans ses tréfonds les plus inaccessibles, pour y retrouver des images, des articles et des documents que l'on a voulu cacher aux yeux du grand public, pour une raison ou une autre. Lorsque je cherchais à hacker des données importantes sur le site journalsentinelonline.com, j'ai réussi à dégoter un fichier crypté, particulièrement bien protégé, comme si l'on cherchait à le cacher. J'ai réussi à contourner l'encodage des données et j'y ai trouvé un article étrange, composé de témoignages et de photos, tous liés à une enquête non résolue, sur ce qui semblerait être les attaques d'un individu ou un animal non identifié. J'ai nommé cette chose le mordeur. Vous comprendrez pourquoi. La victime était une jeune fille de 16 ans, originaire d'Allemagne. Selon le rapport établi, elle serait sortie avec des amis avant de rentrer chez elle, seule, aux alentours de 19h. Elle a témoigné avoir ressenti durant son trajet l'inquiétante sensation d'être observée, mais n'aurait vu personne. Un vent très froid soufflait ce soir-là, ce pourquoi elle s'est dépêchée de rentrer chez elle, sans prêter attention à d'autres détails. Le rapport était accompagné d'un extrait d'un journal intime de la victime, rédigé avant qu'elle ne se couche, dont je vais vous faire la lecture. Extrait du journal de la victime datant du 6 décembre 2009. Cher journal, il est actuellement 23h et je n'arrive pas à dormir. Le vent souffle contre les fenêtres et les flocons tombent contre son rebord. Des grincements n'arrêtent pas de se faire entendre, ça en devient bizarre. Même si cette maison est vieille, elle n'a jamais fait autant de bruit. Aujourd'hui il a neigé, je ne m'étais pas préparé et j'avais les doigts engourdis à cause du froid. En rentrant j'ai essayé de les réchauffer mais impossible, le sang peinait à y passer. D'ailleurs, il fait aussi atrocement froid. Je pense que la chaudière est cassée et mes parents rentrent tard ce soir. J'ai de plus en plus peur. J'ai aussi l'impression d'être constamment observé, d'entendre des chuchotements lorsque je me déplace. Quoi qu'il en soit, j'ai pris une petite dose de somnifère. Je vais bientôt m'endormir. Je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne nuit et à demain. Quand ses parents sont allés la réveiller le lendemain matin, ils l'ont trouvée en proie à une forte fièvre et 4 de ses doigts avaient été sanctionnés à la jointure. Ce qui est étrange, c'est que les sections affichaient visiblement des marques de dents, indiquant que les membres n'avaient pas été coupés, mais arrachés. Plus étrange encore, aucune trace de sang n'a été trouvée dans la chambre et l'extrémité des plaies, après confirmation de l'analyse, était gelée. Les doigts manquants de la victime n'ont pas été retrouvés et la victime se plaignait d'avoir très froid, alors que les personnes présentes sur les lieux ont toutes témoigné que la température de la maison était confortable. Voilà donc comment ce croque-mitaine se manifeste, par une suite de circonstances bien précises. Je vais vous les énumérer pour que vous puissiez lui échapper. Surtout, lors de périodes de grand froid, restez à tout prix couvert. Il semblerait que lorsqu'il prend quelqu'un en chasse, cette personne ressentirait cette sensation de froid jusqu'à son passage à l'acte. Le monstre semble se nourrir de ses membres gelés. S'il est déjà trop tard, voici une manière de les repérer. Si vous êtes chez vous, la température va se faire de plus en plus froide. Le vent se fera fort. Et si vous vous concentrez sur les bruits qui vous entourent, vous pourrez entendre de très faibles chuchotements et des bruits de pas. Il ne se manifeste que la nuit. Bien que n'ayant aucune apparence à proprement parler, il peut être capté entre autres par un appareil photo ou un détecteur de mouvement. Sur les photographies, vous devriez voir une masse noire à peine discernable. Si vous la voyez, sortez le plus vite de votre maison. Il ne peut agir que lorsque vous dormez,
Si vous vous savez pris en chasse, ne lui laissez jamais l'occasion de vous nuire. Privez-vous de sommeil autant de temps que nécessaire. Séance d'interrogatoire d'un enfant de 6 ans, victime du mordeur. Bien, donc tu t'appelles comment, petit? Tu as quel âge? Je m'appelle Quentin, j'ai 6 ans. Très bien. Alors peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé avant de t'être endormi? On a mangé de la soupe. Papa et maman parlaient de choses d'adultes, comme ils disent. D'accord, tu as fait quoi avant de te coucher? Maman m'a lu une histoire, et j'ai essayé de dormir. Mais je n'ai pas réussi. Qu'as-tu vu ou entendu pendant ce temps? J'ai vu un loup, il montrait ses dents, de la bave coulait et il avait les yeux rouges. Je suis allé voir ma mère pour la prévenir. Elle m'a dit que c'était mon imagination. Mais il était toujours à côté de mon lit à me regarder. L'enfant se met à pleurer en regardant ses moignons de doigts. La police municipale a écarté cette hypothèse, qui était sans doute le fruit de l'imagination de l'enfant, et a accusé le chien de la famille. Ce dernier a donc été piqué 5 jours plus tard. Les enfants peuvent sûrement apercevoir le monstre, qui doit être représenté sous la forme d'une chose effrayante à leurs yeux, caractéristique du mordeur ou fruit de l'imagination fertile du jeune âge. À noter que c'est le premier témoignage récent où le mordeur est aperçu sous l'une de ses nombreuses formes physiques. Car oui, nos ancêtres avaient déjà de nombreuses légendes à son sujet. Extrait du livre « Les monstres dans l'imaginaire collectif au fil du siècle ». Dans les régions de grand froid, les parents contaient des légendes aux enfants irrespectueux. L'une d'elles décrivait l'histoire d'un croque-mitaine dévorant les parties du corps les plus exposées aux gelures. Lettre envoyée par un poilu de la guerre 14-18 à sa femme, contenant une supposée attaque du mordeur sur l'un de ses camarades. Chère Juliette, ici le temps se fait de plus en plus long. Les vivres commencent à manquer et le froid se fait de plus en plus mordant. François est resté 2 heures à agoniser dans le froid, sans écharpe ni gants. Nous avons réussi à le sauver. Nous sommes arrivés à temps et nous l'avons amené à l'infirmerie. Malheureusement, le lendemain matin, nous l'avons retrouvé la gorge tranchée, oreille arrachée. Ses plaies étaient froides comme la neige, et aucune goutte de sang n'avait coulé. Nous ne connaissons pas encore le meurtrier. Le mordeur peut mutiler les corps, mais n'hésite pas à trancher les gorges exposées. Son degré de dangerosité en devient par conséquent encore plus élevé. Retranscription d'une courte vidéo prise dans des circonstances restant à déterminer. La vidéo met en scène un officier de police, assis aux côtés d'un corps dans une morgue. Le policier en cause est aujourd'hui interné pour démence. Il semble avoir un monologue avec le cadavre, qui appartient à une adolescente, dont les doigts ont été arrachés lorsqu'elle dormait. Elle se serait enfuie quelques secondes après l'agression, avant de se réfugier dans une forêt non loin de chez elle. Elle y serait morte d'hypothermie. Je sais que ce n'était pas cet homme. Je le sais, moi aussi je l'avais vu avant. Tu t'es enfui, mais il t'a rattrapé. Le froid t'a rattrapé. Tu dormais sereinement et il s'est approché de toi, tapi dans l'obscurité. Il est monté sur ton lit, doucement. Il a posé ses mains froides sur ton corps. Il a approché ses dents de tes doigts. Il les a tenues fermement. Et il a forcé la pression. Tu as eu envie de boire. C'est ce qui t'a réveillé. Et tu as senti qu'on te broyait les membres. Et là, tu l'as vu, sur toi. Tu as vu son corps sombre, qui appuyait de tout son poids sur toi. Tu as vu son visage terne, ses yeux exorbités, ses dents qui se démarquaient de son visage obscur. Il est resté posé sur toi 10 minutes, et pendant 10 putains de minutes, il a dévoré tes doigts un à un, se délectant même des os. Une sensation d'engourdissement te paralysait la main. Tu pleurais, priant que cela s'arrête, mais sa main posée sur ta bouche t'empêchait de crier. Tu sentais son odeur putride,
Et quand il est parti, tu t'es enfui et tu as couru te réfugier dans la forêt. Il n'en finira jamais. Le policier regarde sa main mutilée. L'officier en charge de l'affaire semble avoir déjà été victime du mordeur. Peut-être même était-ce l'enfant du précédent interrogatoire. Ceci me fait penser que cette entité perd son invisibilité lorsqu'elle se nourrit. C'est dans ces rares occasions que nous pouvons voir sa vraie forme. C'est avec ce dernier document que se conclut mon enquête pour l'instant. Mais je continue à la compléter avec de nouveaux faits et documents. Écoutez mes conseils, cela vous permettra d'éviter bien des soucis. J'enseigne les études cinématographiques à l'université locale depuis environ 6 mois maintenant. En plus des cours, une partie de mon travail consiste à prêter des caméras aux étudiants et à garder la trace de leur disponibilité. Cette histoire date d'il y a quelques semaines, donc je pense qu'il n'y a plus trop de risques à parler de cette nuit fatidique à présent. La partie théorique des cours se prolongeant jusqu'en mai, nous encourageons nos étudiants à terminer leurs travaux pratiques pour la mi-février. C'est à partir de Noël que les caméras ont commencé à être réservées. Par la 3e semaine de janvier, toutes les caméras avaient été prêtées pour le week-end. Enfin, presque toutes. Nous avions 20 appareils Kodak que nous avons numérotés de 1 à 20. Ils avaient tous été sortis, mais nous avions acheté 4 nouveaux appareils du même type qui étaient arrivés le mercredi et n'avaient pas encore été prêtés. Nous leur avons donné les numéros de 21 à 24. Elles étaient toutes sur mon bureau lorsque j'ai fermé l'établissement le vendredi soir. De retour au travail le lundi suivant, tout était en ordre, à l'exception d'une chose. La caméra 23 avait inexplicablement disparu. Je savais que personne d'autre n'était entré dans mon bureau pendant le week-end. Tout était comme je l'avais laissé, à l'exception de la caméra manquante. Et ayant acheté les nouvelles caméras sur mon propre budget, j'étais la seule personne à être au courant. J'allais les présenter à la réunion du personnel ce matin-là, mais tout ce que j'ai pu faire, c'est expliquer le vol apparent de la caméra 23. Nous nous attendions tous à ce que quelqu'un finisse par s'expliquer. Après tout, nos seuls suspects étaient des étudiants en cinéma, pas des voleurs de bijoux professionnels. Après une allocution sévère avec chacune de mes classes sur l'importance de rendre le matériel, les 20 caméras étaient de retour dans mon bureau à la fin de la journée. Le week-end suivant, les 23 caméras encore en ma possession, y compris les 3 autres nouvelles, ont été empruntées et rendues le lundi. La caméra 23 avait disparu depuis une semaine, et nous avons donc convenu que nous étions en droit de vérifier les images de vidéosurveillance du week-end où la caméra avait disparu. J'ai fait part de mes intentions à toutes mes classes ce jour-là. C'est moi qui vérifierai les images. J'ai lancé un dernier ultimatum à tous mes étudiants, et comme c'était le rituel depuis une semaine, tous ont nié le vol de la caméra 23. En fin de journée, le concierge m'a remis le disque de la caméra de sécurité correspondante du vendredi à 16h avant mon départ au lundi à 10h après le début des cours, avec une vue directe sur la porte d'entrée de mon bureau. Lorsque je suis rentré à mon appartement, la nuit commençait à peine à tomber. J'ai ouvert une canette de soda, démarré mon ordinateur portable et inséré le disque de la vidéosurveillance. La vidéo a montré une nuit normale et calme le vendredi, et aucune activité le samedi, à l'exception des membres d'un club de jeunes qui se rendaient simplement à leur réunion au collège. Rien de bizarre ne s'est produit jusqu'à ce que je passe à minuit entre le samedi et le dimanche. Soudain, des parasites ont envahi la vision de la caméra, comme s'il s'agissait d'une vieille caméra VHS. Cela a duré environ 1 minute, avant de s'estomper pour laisser place à une image plutôt étrange. Un homme regardait maintenant directement la caméra. Il devait avoir la trentaine et était chauve. Il avait un visage lourd, mais je ne pouvais pas voir son corps. Il se tenait comme pour une photomaton. Il avait des yeux jaunes démoniaques et un gros nez retroussé qui ressemblait à un citron. Mais la chose la plus troublante chez lui, à part son regard glacé, était le fait qu'il n'avait pas de bouche. Ce n'était pas comme si elle avait été coupée, non.
Il n'avait littéralement pas de bouche, comme s'il était né comme ça. C'était déjà assez effrayant que quelqu'un ait trafiqué les images de vidéosurveillance pour montrer ce muet inquiétant, mais ce que j'ai entendu ensuite était le pire son que j'ai entendu de toute ma vie. Cette cacophonie de verre brisé m'a fait hurler comme un bébé en démence et m'a couvert de soda de la tête aux pieds. J'étais terrorisé comme je ne l'avais jamais été. Lentement, je me suis retourné pour voir que ma fenêtre avait été brisée par un gros objet que j'ai immédiatement trouvé sur le sol. C'était un sac Kodak avec 23 écrit sur une étiquette personnalisée. La caméra 23. J'étais aussi soulagé qu'effrayé à ce moment-là. J'ai vérifié à l'intérieur du sac si tout était intact. Étrangement, la caméra était dans l'état exact dans lequel je l'avais achetée, mais avec une anomalie. L'université ne fournit pas de carte SD aux étudiants, et la caméra n'en était pas fournie. J'ai donc frémi lorsque j'ai ouvert le compartiment batterie pour découvrir que le logement SD n'était pas vide. C'était une carte SD standard. Pensant qu'il pourrait s'agir d'une preuve pour attraper mon agresseur, et encore marqué par le bruit de verre brisé, j'ai ouvert le dossier DSIM pour y trouver 3 fichiers vidéo. Avec appréhension, j'ai double-cliqué sur le premier fichier. La vidéo commence par un plan d'un immeuble d'habitation. Après environ 2 minutes, la caméra a commencé à zoomer lentement sur l'une des fenêtres, dont je me suis rendu compte qu'elle donnait sur une salle de bain. Une jeune fille prenait une douche. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans. J'ai arrêté de regarder par pur dégoût quand j'ai commencé à entendre la respiration animale de la personne qui filmait. J'ai eu les tripes nouées en réalisant que la caméra 23 avait été volée par un voyeur. J'étais sur le point d'alerter les autorités lorsque, contre mon meilleur jugement, j'ai réalisé que j'avais une obligation morale de regarder les 2 autres vidéos. Heureusement, la deuxième vidéo était légèrement plus innocente. Légèrement. Il s'agissait de la même fille que précédemment, assise sur un canapé, cette fois-ci entièrement vêtue, portant plus précisément un t-shirt et une jupe en jean. Elle parle de sa vie à la caméra et se fait poser des questions par un homme à l'air sordide. Ce qui est troublant, c'est que bien que le contenu de la conversation soit parfaitement innocent, la vidéo était organisée comme l'un de ces segments d'interview au début des films pornographiques en ligne. Je n'y ai pas porté plus d'attention que cela lorsque la vidéo s'est terminée. J'ai ouvert la 3e vidéo, et ce que j'ai vu m'a profondément choqué, me faisant sortir de mon siège imbibé de soda. La fille était maintenant attachée à une table, nue, avec une seule lumière brûlante au-dessus d'elle. Elle hurlait à plein poumon, et plus inquiétant encore, ses pieds avaient été découpés avec une sorte d'objet tranchant. Des flaques de sang les remplaçaient, tandis qu'elle continuait à se tordre de douleur. Puis une porte s'est ouverte de l'autre côté de la pièce, et un homme imposant est rentré. J'ai ressenti une douleur aiguë dans le cou pendant 1 seconde, lorsque j'ai réalisé que c'était l'homme sur la vidéosurveillance auparavant, avec les mêmes yeux jaunes perçants et l'absence de bouche. Il semblait porter des pieds coupés sur ses oreilles comme des bois de cerf. Je me suis figé lorsque j'ai fait le rapprochement. Mais quel genre de fou pervers était-il? Ce qu'il a fait ensuite m'a marqué comme jamais dans ma vie. J'ai vomi, j'ai arraché la carte SD de mon ordinateur et j'ai roulé à toute vitesse jusqu'au commissariat local. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du chef de la police locale. Il m'a dit que la fille que je ne nommerai pas ici avait été portée disparue quelques semaines auparavant. On m'a dit qu'elle avait été assassinée plus tard dans la vidéo et que sa famille était désemparée, mais qu'elle me remerciait de les avoir aidés à percer le mystère de la disparition de leur fille. J'ai assisté à ses funérailles par principe et j'ai rencontré sa famille. Ce n'était pas une fin heureuse pour eux, mais j'ai eu l'honneur de les aider à tourner la page. Quelques mystères subsistent cependant. Le corps de la jeune fille n'a jamais été retrouvé et les autorités n'ont pas été en mesure d'identifier la maison dans laquelle elle avait été interrogée dans la deuxième vidéo. Le mystère qui me tourmente est que la police n'a toujours pas de trace d'un homme sans bouche et aux yeux d'un jaune choquant. J'ai peur que cet homme
je ne sais pas si je dois l'appeler ainsi, soit toujours dans la nature. Je me souviendrai toujours de ce chiffonnier, pas nécessairement pour les vêtements qu'il portait, son regard perdu ou sa façon de parler comme s'il était seul, mais pour l'histoire qu'il m'a racontée. Vous voyez, les histoires sont devenues notre façon à nous de nous présenter. Les autres questions que nous poserions normalement sont devenues inutiles. À quoi bon demander quel est votre travail quand vous n'en avez pas? Ou demander quelle est votre émission de télévision préférée quand il n'y a plus de système électrique fonctionnel? Il est aussi inutile de leur demander des nouvelles de leur famille. Vous voyez? J'ai perdu toute notion du temps, mais si je devais me risquer à deviner, je dirais qu'au moins 2 ans se sont écoulés depuis que tout a commencé. J'ai l'impression que plus de 2 ans se sont écoulés depuis que ces morts-vivants sont arrivés et ont commencé à ronger la population pour n'en faire que des os. Quand ils sont arrivés, le monde moderne était perdu. Les générateurs sont tombés en panne et nous avons été replongés dans ce qui ressemblait à l'époque coloniale. J'étais un grand fan de films qui ont malheureusement été victimes des morts-vivants. Depuis, j'ai trouvé un nouveau passe-temps. On pourrait dire que je suis une sorte de collectionneur. Je rassemble des histoires. Je collectionne toutes sortes d'histoires, mais celles qui m'intriguent le plus sont les expériences des gens lors de l'apocalypse zombie. Ces histoires sont les plus attrayantes pour moi, parce que chacun a sa propre expérience unique. Elles se rapportent généralement à ce qu'ils faisaient le jour de l'épidémie initiale. Certaines sont tristes, d'autres drôles, comme celle d'une fille qui avait décidé d'essayer le DMT, un puissant hallucinogène, pour la première fois de sa vie, et qui a cru que les zombies étaient une hallucination provoquée par un mauvais trip. Elle lui a fallu 1 semaine avant de réaliser que c'était beaucoup trop long pour être une hallucination. Mais une histoire en particulier m'a vraiment marqué ces 2 dernières années. J'ai rencontré le chiffonnier dans un immeuble qui a été incendié. Je me déplaçais d'un endroit à l'autre, à la recherche d'un abri où rester. Je me suis aventuré dans le bâtiment en décomposition en ignorant ma peur de tomber dans une embuscade. Je voulais juste un endroit où passer la nuit, où je ne m'endormirais pas de peur d'être réveillé par une de ces choses qui me rongent. J'ai trouvé le chiffonnier accroupi devant un feu. Il a à peine senti ma présence, là où la plupart des gens auraient dégainé leur arme et exigé que je m'identifie. Il a simplement levé la tête pour me regarder rapidement, avant de la laisser retomber vers le feu crépitant. J'ai pris cela comme une invitation et me suis assis près de la chaleur. C'était la première fois depuis des semaines que j'étais capable de réchauffer mon corps de l'air froid de la nuit. Le feu crépitant et rugissant m'a rappelé des souvenirs de contes de feu de camp. Je l'appelle le chiffonnier parce qu'il ne s'est jamais présenté. C'est un homme d'une 50aine d'années, à l'air hagard. Sa barbe semblait n'avoir jamais été touchée depuis que les morts-vivants avaient fait leur apparition. Il était émacié, et dans un monde où tout est squelette ambulant, dire qu'il était décharné n'est ni un euphémisme, ni une facétie littéraire. Ses vêtements ressemblaient plus à des chiffons après des mois d'activité intense. On aurait dit qu'il s'était emmitouflé avec 2 ou 3 vêtements les uns sur les autres. Mais tous étaient usés jusqu'à la fibre. Nous nous sommes regardés en silence pendant quelques instants, avant qu'il ne commence à parler sans même se présenter. Il a commencé. Les premiers jours de l'épidémie, nous nous sommes réfugiés dans un immeuble. C'est dans cet immeuble de bureau que nous avons survécu à ces premiers jours. Nous avons mangé la nourriture que nous avons trouvée dans la salle de repos. Nous avons relaté les événements et échangé nos connaissances sur la situation. Le consensus général était que l'armée était en route. Il devait l'être. On s'attendait à ce que le déploiement militaire soit rapide et efficace. Nous pensions que ce fléau infernal serait résolu en quelques jours. J'ai eu ma première vraie rencontre avec un infecté la nuit où nous sommes entrés dans l'immeuble. Un membre de mon groupe a suggéré que nous fouillions la zone pour nous assurer que nous étions vraiment en sécurité dans ce bâtiment barricadé. La plupart des employés avaient fui. Il semblait que personne ne voulait passer l'apocalypse dans son ancien lieu de travail. Il n'y avait personne à l'exception d'un employé qui avait décidé de sombrer avec le navire. Il était habillé d'une chemise blanche boutonnée, tachée de rouge.
C'est moi qui l'ai trouvé et qui ai dû m'occuper de lui. Il s'est lentement tourné vers moi. Sa bouche était pleine de sang et il avait récemment commencé à pourrir. J'ai attrapé l'arme la plus proche que je pouvais trouver, une agrafeuse rouge. J'ai fait un pas vers lui, je l'ai frappé de toutes mes forces. Le premier coup l'a mis au sol. Je pensais l'avoir tué, mais quand il a commencé à se relever, j'ai vite compris que ces choses étaient très résistantes. Je l'ai frappé à nouveau, et encore. À ce moment-là, le chiffonnier est devenu très excité, et comme s'il était en transe, il a rejoué l'action et a abattu sa main droite sur une cible invisible. Le chiffonnier poursuivit en soulignant son histoire par ses gestes. J'ai dû frapper la tête avec cette agrafeuse rouge 20 ou 30 fois avant qu'il ne cesse finalement de bouger. J'ai jeté un dernier coup d'œil à cette bouillie sanglante et osseuse qu'était son visage avant de vomir dans une poubelle à proximité. J'ai ensuite traîné le corps jusqu'à une fenêtre et je l'ai poussé dehors. Je ne l'ai pas regardé s'écraser dans la rue en dessous. Je suis retourné vers les autres et n'ai pas soufflé un mot de ce que j'avais fait. Je ne sais pas pourquoi je ne leur ai jamais dit. Peut-être la culpabilité et aussi la volonté de ne pas les effrayer. Je venais de tuer ce qui était autrefois un homme, assez brutalement. Je l'avais battu à mort avec une agrafeuse dans ma main, jusqu'à ce que son visage s'ouvre et que son cerveau commence à sortir. Je ne voulais pas les effrayer en leur faisant savoir qu'il y avait ces choses ici dans le bâtiment, et qu'elles étaient pratiquement impossibles à tuer. Avec le recul, je regrette de ne pas leur avoir dit. Nous sommes restés blottis dans ce bâtiment pendant des jours. J'ai suggéré de bouger pour trouver un autre endroit ou pour chercher de la nourriture, mais mon idée a été rapidement rejetée. Ils étaient convaincus que l'armée allait venir à leur rescousse et qu'il ne restait que quelques jours. Ils ne voulaient pas prendre le risque de sortir dans ce monde nouveau et dangereux. Ils voulaient juste se terrer et attendre. Le lendemain, nous nous sommes réveillés au son d'un hélicoptère qui nous survolait. Il m'a fallu quelques secondes pour faire le lien. Les autres ont tout de suite compris les implications. Ils se sont levés et ont commencé à arracher la barricade de fortune que nous avions mis en place pour empêcher ces monstres mangeurs de chair d'entrer. Ils se sont engouffrés dans les rues, agitant les mains et essayant d'attirer l'attention de l'hélicoptère. Il faisait tellement de bruit. Ils pensaient que l'hélicoptère était l'armée venant les sauver. Ce n'était pas mon cas. Je l'ai vu comme le dernier soupir de notre société s'effondrant sous l'assaut des morts. Cet hélicoptère n'était pas là pour commencer l'évacuation des civils, mais plutôt pour fuir la base pendant que les morts-vivants l'envahissaient et rongeaient tout jusqu'aux os. Je me tenais dans l'embrasure de la porte et les regardais crier en faisant des grands signes. C'est à ce moment-là que j'ai compris la différence entre eux et moi. C'était l'espoir et la peur. Ils avaient de l'espoir et pensaient que les militaires allaient arriver sur leurs chevaux blancs et sauver la situation. J'avais la peur. J'avais affronté un de ces zombies. Je savais à quel point ils étaient résistants et pratiquement insensibles aux blessures. Je savais que personne ne viendrait nous sauver et que la seule option qui nous restait était de nous sauver nous-mêmes. C'est ma peur qui m'a sauvé. Il faisait tellement de bruit. Le chiffonnier a fait une pause, comme s'il voulait vraiment dire quelque chose, mais ne trouvant pas les mots. Ses yeux étaient rouges et humides de larmes. Je ne savais pas si c'était la fumée ou ses souvenirs qui leur donnaient cet aspect. Il a poursuivi. Les cris en ont attiré tellement. En l'espace de quelques secondes, il était trop tard, et ils étaient sur eux, griffant, mordant, arrachant leur chair. Ils ont essayé de se frayer un chemin à travers la horde de morts vivants pour retourner dans le bâtiment. Mais c'était trop tard. J'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Sa voix s'est brisée, et il a mis quelques secondes avant de pouvoir terminer cette pensée. J'ai dû fermer la porte. Je savais que je ne pouvais rien faire de plus. Il y avait tellement de créatures, et j'étais si terrifié. Tuer une de ces choses était si difficile. Comment pourrais-je en tuer 15 ? Les zombies étaient distraits maintenant, mais si je les laissais revenir, ce serait notre mort à tous. J'ai commencé à barricader la porte.
Certains ont réussi à traverser la masse de chair morte et ont commencé à frapper sur la porte. J'ai essayé de ne pas entendre leur désespoir. Je me répétais qu'il était trop tard pour eux. Je me disais que je pouvais survivre à tout ça si je me taisais et les ignorais. Je pourrais survivre si je les abandonnais. Ils ont réalisé ce que je leur faisais, et leurs supplications pour qu'on les laisse entrer se sont transformées en malédictions. Ils m'ont traité des pires noms imaginables. Il a sangloté et pleuré de façon incohérente. Il n'a rien dit pendant le reste de la nuit, et je ne lui ai rien demandé. Il n'y avait rien que je pouvais lui dire. Nous nous sommes tous deux endormis de part et d'autre du feu, et malgré la chaleur, j'ai ressenti un frisson dans tout le corps. Je ne sais pas trop pourquoi le chiffonnier m'a raconté cette histoire. Voulait-il quelqu'un qui se confiait? Voulait-il être puni pour avoir abandonné ces gens? Je ne connaîtrai jamais la réponse à cette question, car lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, le chiffonnier était parti. Seul le feu fumant était resté derrière lui, comme preuve de son existence. Avant que je ne vous raconte mon histoire, je dois vous dire que ça fait 6 mois que je n'ai plus travaillé à Disney. Je sais ce que vous pensez. Être payé pour travailler à l'endroit le plus heureux sur Terre, génial, hein? Non. Je pourrais remplir cette chaîne YouTube d'histoires d'horreur juste avec mes journées de travail habituelles. Mais pour être vraiment honnête, tout n'était pas noir. Et le sentiment de nouveauté qu'on avait en travaillant là-bas ne s'est jamais estompé. Je commençais même à y prendre du plaisir. Jusqu'à ce que je reçoive la plainte. Je travaillais dans la boutique pirate des Caraïbes à ce moment-là. Et c'est quoi le problème avec ces ajouts de personnages? Mes enfants étaient terrifiés. J'ai regardé la femme qui venait de me parler d'un air qui disait clairement « De quoi diable parlez-vous » Nous n'avons fait aucun changement à l'attraction Pirates des Caraïbes depuis un bon moment. Quand êtes-vous venu ici pour la dernière fois? Nous sommes venus en début d'année. J'essaie juste de vous dire que ce robot poisson s'est approché beaucoup trop près du bateau. Merde. Tous ceux qui connaissent bien Disney devraient savoir qu'il n'y a aucun poisson animatronique dans l'attraction Pirates des Caraïbes. J'ai encaissé la femme, puis j'ai appelé mon superviseur sur le talkie-walkie, lui racontant ce que la femme m'avait dit. Hein? Quoi? Merde, j'arrive. Va à la salle de repos la plus proche. Ce que j'ai fait. Je me suis assis dans la salle climatisée pendant quelques minutes, jusqu'à ce que mon manager arrive enfin. Il a verrouillé la porte, ce qui était complètement contre les règles, pour s'assurer que personne ne puisse nous entendre ou nous interrompre. Elle a dit qu'il y avait quelque chose dans l'eau? J'ai hoché la tête. Est-ce qu'elle a dit quelque chose à propos de cheveux? Je l'ai regardé d'un air perplexe. J'ai répondu que non, et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Eh bien, j'ai été abordé par quelques jeunes, la vingtaine, qui me disaient avoir vu quelque chose qui ressemblait à une sirène à côté du bateau de Barbossa. J'ai juste pensé qu'il devait être défoncé. Mais si quelqu'un d'autre l'a vu, il faut prévenir l'équipe du manège. On se dirigeait ensemble vers les tunnels intérieurs qui conduisaient à la salle des machines, quand une femme a couru hors de l'attraction en sanglotant. On l'a rapidement rattrapée et menée à la salle de repos, puis on lui a demandé ce qui n'allait pas. À travers ses sanglots, elle a essayé de nous expliquer que pendant l'attraction, au moment de la scène du pillage, elle a vu quelque chose passer devant le bateau. Sachant que l'eau là-bas n'est pas très profonde, ce qu'elle a décrit ensuite paraissait complètement absurde. Elle parlait d'une chose qui ressemblait à un mélange entre un poisson et un humain. Ses bras ne faisaient que quelques centimètres de long et elle a clairement vu des branchies. La pseudo-sirène avait de grands yeux, pas de nez et une bouche béante. Nous lui avons calmement demandé de quelle couleur étaient les écailles. « Quelles écailles ?» elle a répondu. « La chose n'avait pas d'écailles, ce n'était que de la chair. » En 5 minutes, l'attraction a été fermée. Je n'avais pas un grade assez haut pour savoir ce qu'il faisait pour retrouver la chose, mais mon manager était suffisamment cool pour me tenir au courant de ce qu'ils avaient trouvé. À côté de la scène de prison, il y avait un dégoûtant tas de chair,
mais rien d'autre n'a été trouvé. Comme je vous l'ai dit au début, je ne suis qu'un employé normal. Je ne sais donc pas du tout ce qu'ils ont fait comme enquête pour en savoir plus sur la chose. Par contre, je sais à quel moment l'incident bizarre suivant s'est produit. Quelques jours après le premier événement, je travaillais dans les Hollywood Studios quand j'ai entendu une famille parler en sortant du Great Movie Ride. « Tu as entendu Kevin crier dans Alien ?» Un petit garçon a poussé la fille, qui devait être sa sœur. « Tais-toi, le robot est venu tellement près. Tu as vu ses yeux ?» Signal d'alarme. J'ai supposé qu'il devait parler de la scène du xénomorphe, et ce qu'il disait n'avait pas de sens. Il ne devait y avoir aucun robot qui s'approchait. J'ai donc dû encore une fois appeler le manager. Cette fois-ci, c'était un jeune homme, d'à peu près mon âge, dans les 25 ans. Il a pensé au début que je me moquais de lui, mais il a rapidement changé d'avis en se rappelant de l'incident à Pirates des Caraïbes. Il m'a demandé à quoi ressemblait le robot en question. Merde, j'ai pensé. J'avais complètement oublié de leur demander. J'ai pratiquement dû les poursuivre pour les arrêter et leur poser la question. Ils ont réagi comme si je les accusais d'avoir fait quelque chose de mal quand je leur ai demandé ce qui s'était passé. « Nous n'avons touché aucun des décors, monsieur, » a dit le père. « Je ne pense pas que vous ayez fait quelque chose de mal, monsieur. Je veux juste savoir en quoi l'animatromique de l'attraction était étrange. » J'essayais de prétendre qu'il était parfaitement normal qu'il y ait un robot là-bas. Eh bien, d'abord, la bave était dégoûtante. J'en ai même sur mes belles lunettes de soleil. Un avertissement aurait été le bienvenu. Je suis vraiment désolé, monsieur. Pourriez-vous décrire l'animatromique pour qu'on puisse y jeter un coup d'œil? Vous ne connaissez pas votre propre attraction? Je parle du machin qui ressemble à une femme autruche. J'étais tellement perplexe que je lui ai demandé de m'en dire plus. Il a continué à contre-cœur. Le truc couvert de chair, jambes repliées, bras en forme d'aile, et le très long cou, celui-là. Ah, on va y jeter un œil. Je suis vraiment désolé pour la gêne occasionnée. Je me sentais très mal à l'aise. Je suis retourné voir mon manager et je lui ai répété ce qu'il m'avait dit. Il m'a répondu qu'il allait s'en occuper et que je devais me remettre au travail. J'ai traîné un peu en faisant mon travail pour que je puisse rester près de l'attraction. Elle a été fermée quelques minutes plus tard, et les employés Disney en civil, oui, des gens sont vraiment payés pour aller à Disney et s'amuser, tout en gardant un œil sur le client, sont allés à l'intérieur du manège. Mais à ce moment-là, 8 hommes tenant des masques médicaux et des mallettes noires ont couru à l'intérieur. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Ces employés brisaient la magie Disney. Le problème devait donc être très sérieux. Heureusement, ce manager-là aussi était cool. Et il m'a raconté ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur. Des morceaux de chair étaient dispersés autour de la scène du magicien d'Oz. Mais il y avait autre chose cette fois-ci. Un post-it collé sur le chapeau de la sorcière. 3 mots étaient écrits dessus. « Nous sommes ici ». La semaine suivante apparut très étrange aux autres employés. Plusieurs d'entre eux ont expliqué qu'ils avaient l'impression d'être constamment observés. Je pouvais aussi remarquer que la sécurité secrète avait été renforcée dans chaque parc. J'ai même eu l'occasion de parler à l'un des agents de sécurité qui était posté dans les tunnels sous Magic Kingdom. Il m'a dit qu'il ne savait pas grand-chose non plus, que ses supérieurs lui avaient juste dit d'appeler les costumes noirs s'ils voyaient quoi que ce soit de suspect. Toutes les personnes ayant travaillé à Disney savent qui sont les costumes noirs. On peut dire que c'est la CIA de Disney. Non, pas dans un genre de conspiration bizarre, mais à chaque fois qu'il y a une menace sérieuse à l'encontre des usagers du parc, les costumes noirs sont là pour y répondre. Ils ne portent pas vraiment de costume. On les appelle comme ça simplement en raison du parallèle avec la CIA. Ils se cachent dans les coulisses, prêts à intervenir à tout moment. Ils portent tous des polos noirs cependant. Donc si vous êtes à Disney et que vous voyez un nombre inhabituel de polos noirs dans une zone, c'est que vous êtes probablement en danger et vous ne le savez même pas. Mais revenons à l'histoire. La dernière fois que j'ai été impliqué dans l'un de ces incidents bizarres était 2 jours avant ma démission. J'étais de garde de nuit de nettoyage.
Après que les visiteurs soient tous partis, j'étais dehors en train de nettoyer leur cochonnerie. Cette nuit-là en particulier, je travaillais seul dans la file pour Splash Mountain. J'ai croisé les ingénieurs, finissant leur inspection de fin de journée. En passant, l'un d'eux m'a dit qu'il y avait un sac poubelle qui s'est déchiré à l'intérieur et que j'avais beaucoup de travail. En effet, juste à côté du panneau qui disait « Dernière chance de sortir », un sac poubelle qui devait être plein à ras-bord avait été déchiré, et il y avait des déchets partout. 10 minutes plus tard, j'avais presque fini de tout nettoyer, quand j'ai entendu une voix calme. Hop, hop, hop. J'ai levé les yeux, et j'ai vu qu'à l'entrée de l'attraction, une bûche était à l'eau, et quelqu'un était assis sur le siège avant. Les lumières étaient toutes éteintes, et j'avais laissé ma lampe au sol. Je pouvais à peine voir la personne. Hop, hop, hop. Hé, l'attraction est fermée. Je vais devoir vous demander de sortir, s'il vous plaît. J'ai pu voir la silhouette changer en sortant de la bûche. J'ai donc ramassé ma lampe torche et je l'ai dirigée directement dessus. À ce jour, j'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Sur la plateforme, il y avait cette monstruosité. À 4 pattes avec une démarche de crabe, mais sa tête était bien droite. Mon Dieu, sa tête. Ça avait les yeux d'un humain, mais le nez d'un lapin. Et je vous jure que ce n'est pas une blague, de longues putains d'oreilles. Oh, et ce n'était pas couvert de fourrure, ni d'un quelconque vêtement. C'était couvert de chair nue. Même les oreilles étaient couvertes de chair. La créature a commencé à avancer vers moi dans des mouvements maladroits, saccadés. Elle bougeait lentement. J'ai donc pris mes jambes à mon cou et j'ai sprinté vers la sortie. En courant, j'ai sorti mon talkie-walkie et j'ai hurlé qu'il me fallait un costume noir sur le champ. Je suis resté à l'extérieur de l'attraction pendant environ 1 minute, regardant partout autour de moi pour m'assurer que la chose ne m'avait pas suivi, avant qu'un costume noir me rejoigne enfin. Cette fois, et c'était encore quelque chose que je n'avais jamais vu à Disney avant, il avait un pistolet avec lui. Le costume noir a vérifié toute l'attraction et a trouvé quelques petits indices, de petits tas de chair et un autre post-it. Nous ne partirons pas. Le lendemain, ils m'ont laissé rester dans une belle chambre dans l'un des hôtels. Des gens sont venus me demander ce que j'avais vu, mais quand je leur ai posé des questions en retour, ils ne me répondaient pas. Ça m'a vraiment énervé, et je ne me sentais plus en sécurité. J'ai donc décidé de démissionner. Je suis désolé de finir cette histoire aussi brutalement, et j'aurais aimé avoir plus d'explications à vous donner. Mais depuis que je suis parti, la compagnie a littéralement coupé tous les ponts avec moi. Il y a quelques semaines, j'avais vraiment eu envie d'y retourner, et ils ont accepté à condition qu'ils puissent effectuer un dépistage sur moi. Ils n'ont donné ni explication ni contexte. J'ai donc refusé. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ces étranges incidents, et les rares collègues avec qui je suis resté en contact m'ont dit que rien de bizarre n'est arrivé après cette nuit-là. J'ai mes théories sur ce qui s'est passé là-bas, mais voici tout ce que je peux vous dire. Disney est une société bien plus puissante que ce que beaucoup de personnes croient. Je pense personnellement que ces choses étaient une création de quelqu'un que Disney avait énervé, ou quelque chose qu'ils ont eux-mêmes créé, une sorte d'expérience ratée. Tout ce que je sais, c'est que les choses que j'ai vues là-bas ne quitteront plus jamais mon esprit. Bon, par où commencer? Tout d'abord, il y a certains détails que je vais devoir expliquer d'emblée. Je ne suis pas censé vous parler de ce que j'ai vu. Par conséquent, je ne mentionnerai ni mon nom, ni celui de la société qui m'employait. Bien qu'elle n'existe plus et qu'il n'y a que très peu de chances qu'un de mes anciens patrons tombe là-dessus, je préfère pas prendre de risques. J'ai encore du mal avec cette histoire, à me dire que ça s'est réellement passé. J'ai vécu avec ça sans jamais en parler à personne,
Et ce, depuis presque 5 ans. Ce n'est que récemment que j'ai décidé d'en parler à ma femme, et c'est elle qui m'a convaincu de raconter mon histoire. En 2011, je travaillais pour une compagnie de déboisement qui était en partenariat avec une entreprise de construction sur certains chantiers. On coupait les arbres, on ratissait la zone, et les gars du bâtiment passaient derrière pour construire. Mais les chantiers se faisaient de plus en plus rares, les forêts étaient protégées, et les permis de construire plus difficiles à obtenir. Les deux entreprises ont décidé de se tourner vers l'étranger, et ils ont trouvé un appel d'offres venant de Croatie. J'étais pas vraiment emballé à l'idée de partir là-bas. On partait que pour 6 mois, mais je savais très bien que les deux entreprises avaient décidé à long terme de s'installer là-bas. La Croatie espérait entrer prochainement dans l'Union européenne. Elle accueillait donc à bras ouverts tous les investisseurs étrangers pour prouver sa bonne volonté. J'ai donc décidé de partir là-bas, avec peut-être l'intention d'y rester. La zone à déboiser se trouvait en pleine campagne, près du petit village de Strasbenica si je me souviens bien, à environ 100 km au sud de Zagreb. Des collines, des forêts immenses et des champs. En fait, ça ressemblait un peu au paysage du centre de la France. On était logés dans des préfabriqués posés à la sortie du village. Les habitants ne nous regardaient pas d'un très bon œil. En fait, je pense même qu'ils ne pouvaient pas nous blairer. Beaucoup de Croates n'étaient pas favorables à l'entrée de leur pays dans l'UE. On venait en quelque sorte manger dans leur gamelle. On s'est vite mis au boulot, le chantier était immense. On était prévenus par la police locale qu'on risquait de tomber sur des activistes écolos plutôt virulents qui squattaient la forêt depuis quelques années. La municipalité avait tenté plusieurs fois de les virer, mais ils étaient toujours revenus. Personnellement, j'étais pas trop à l'aise de savoir qu'un hippie pouvait à tout moment sortir d'un buisson pour me caillasser. Mais on a été plutôt tranquille les 3 premières semaines, et puis j'ai commencé à remarquer des choses. Des arbres marqués avec de la peinture d'abord, puis au fur et à mesure qu'on avançait dans la forêt, des cercles de pierre, des traces de feu. Et puis on est tombé sur eux, ou plutôt ils sont tombés sur nous. C'était un matin, il pleuvait. J'allais entamer un arbre avec mon collègue, quand on a entendu des pas et des branches craquer derrière nous. Quand je me suis retourné, j'ai vu 4 hommes s'avancer tranquillement vers moi, aucune agressivité. En fait, je m'attendais à voir des crasseux en treillis et dreadlocks, mais ils étaient tout à fait banals. Un des hommes s'est approché de moi, a passé son bras autour de mon épaule et a commencé à parler à voix basse. Je n'ai pas compris une seule de ses paroles. Je ne parle pas croate. Et j'ai réalisé que peu à peu, les 3 autres hommes avaient commencé à m'encercler. Mon collègue m'a tiré par le bras et on est parti. Sans courir, mais sans non plus leur tourner le dos. Les 4 hommes se sont regardés et se sont effondrés de rire. J'y ai pensé toute la nuit. À partir de ce jour, on a commencé à travailler par groupe de 8. On n'était jamais tranquille. Toujours l'impression d'être observé. Mais on a pu continuer sans trop de problèmes les 2 mois qui ont suivi. Et puis les hippies, comme on s'amusait à les appeler, se sont montrés de plus en plus présents. Ils ne se cachaient plus. Ils restaient la plupart du temps assis à nous regarder travailler. Un collègue a dit un jour qu'il mémorisait nos visages. J'aurais ri en entendant mal, mais cette idée m'a fait frissonner. Ils nous criaient des choses en croate. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne l'ai su que plus tard. Et j'ai encore la nausée quand j'y repense. Et puis il y avait leurs masques. Ils les portaient quand le soleil commençait à se coucher. C'étaient des masques en bois qui représentaient le visage d'un homme barbu. La bouche était grande ouverte, les yeux vides, les cheveux étaient faits de ronces et la barbe était sculptée dans le bois. Ils me foutaient vraiment la trouille. La plupart du temps, quand ils les portaient, ils se contentaient d'imiter nos gestes. Ils se tenaient devant nous et si on levait la main, ils levaient la main. Si on se baissait, ils se baissaient. Mes collègues s'en amusaient. J'ai jamais trouvé ça marrant. Mais ce qui me glaçait le sang, c'était de les entendre pousser des cris d'animaux. Un soir, je les ai entendus pousser des hurlements horribles alors qu'on rentrait au village. J'ai questionné des villageois au sujet de ces gens. Un seul d'entre eux ne m'a pas envoyé bouler. Il m'a dit que ces hippies se faisaient appeler Djeka Odjuraj, ou les enfants de Georges, qu'ils étaient là depuis des années, mais qu'il ne les voyait que très rarement hors de la forêt. Il m'a dit qu'à chaque fois qu'il en sortait, il revenait avec de nouvelles personnes. Du jour au lendemain, ils sont devenus plus agressifs. Ils nous jetaient des pierres, nous pourchassaient avec des bâtons, nous enfumaient en faisant brûler des pneus. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'ils avaient un grain. Je veux dire, je les savais déjà dérangés, mais ça n'a fait que confirmer.
Des écolos qui font brûler des pneus, vraiment? Plus on s'approchait du centre de la zone rasée, plus ils étaient présents. Les marques sur les arbres aussi. En fait, on n'était plus très loin de leur camp. On a plusieurs fois appelé la police, leur demandant une protection rapprochée pour tous les salariés. Mais à chaque fois la même réponse, du genre « vous avez des tronçonneuses, ils ont des bâtons ». On a vite compris qu'il ne faudrait attendre aucun soutien de leur part. Alors on a décidé de se faire justice nous-mêmes. Je me suis juré que si un d'eux s'approchait de trop près, je le tuerais. Ça peut paraître extrême, mais j'étais, ou même on était dans un état de stress permanent. Le mauvais temps, la température, leurs assauts répétés, on savait jamais quand ils allaient nous tomber dessus. Leurs cris atroces, les masques. Vous auriez pensé pareil que moi. Et puis un matin, vers 10h je crois, on est tombé sur leur camp. Il n'y avait personne. Le silence était vraiment lourd. C'était plutôt spartiate. Des bâches tendues un peu partout en guise d'abri, des rondins de bois en guise de chaises et de tables, des bougies par centaines, et une sorte d'estrade en terre, sur laquelle se trouvait un autel en bois. Vers le centre, des peaux de bêtes étaient en train de sécher, étendues sur des morceaux de bois. À côté de l'autel étaient posés des centaines d'outils, haches, ciseaux à bois, rabots, scies égouines, marteaux. À voir leur usure, ils avaient été utilisés des centaines de fois. Ce qui m'a le plus marqué, c'était les arbres morts. Tout autour du camp, il y avait des dizaines d'arbres morts, de gros arbres morts. Des visages avaient été gravés dans leurs troncs. Ils étaient vraiment précis, c'était presque dérangeant. Mais le plus dérangeant, c'était l'odeur qui venait des peaux de bêtes. Elles empestaient tout le camp et ses environs. Je peux la sentir rien qu'en écrivant ces mots. J'ai entendu des hurlements et j'ai reçu un choc terrible derrière la tête. Après ça, j'ai des flashs de mes collègues qui me portent, qui crient et qui courent. Quand je me suis réveillé, ils m'ont dit que les enfants de Georges nous étaient tombés dessus et nous avaient bombardés de pierres. J'étais resté inconscient pendant 3 heures. On m'a emmené à l'hôpital de Velika Gorica pour vérifier si j'avais pas un traumatisme crânien. Quand je suis sorti, on a appelé notre patron. On lui a dit qu'on ne continuerait pas à travailler si les sauvages n'étaient pas évacués par la police. Et bizarrement, 2 jours après, des cars entiers de la Interventia Politia, l'équivalent de nos CRS, ont débarqué. Ils ont quadrillé la forêt et ont évacué un par un les enfants de Georges. Ils ont résisté pendant quelques heures, mais ils ont finalement cédé quand la police a tiré des coups de sommation à balles réelles. Ces gars ne rigolent pas. Nos patrons avaient dû débourser pas mal de kunas, monnaie croate, pour acheter leur détermination. La forêt évacuée, on a pu reprendre le travail quelques jours après. On a commencé par démonter le camp. On a retrouvé pas mal de ces masques qui me terrifiaient, ainsi que des déguisements, si je peux dire ça comme ça. Des habits en peau animale, assortis de ronces, de branches et de feuilles. Plus aucun signe des enfants de Georges, mais la puanteur était toujours présente. Elle flottait et nous remplissait les narines. Une fois terminé, on a pu s'attaquer aux arbres. On a commencé par les plus petits, pour libérer de la place pour faire tomber les gros. Ça nous a pris la journée. J'avais toujours l'odeur dans le nez quand on est rentré au village. Le lendemain, je n'avais pas envie d'y retourner, à cause de l'odeur, mais aussi de ces visages sur les troncs. Je n'aimais pas les regarder. Certains avaient l'air détendus, mais d'autres criaient, avaient l'air de souffrir, et ça me mettait mal à l'aise. J'ai démarré le moteur de ma tronçonneuse. Il pleuvait, comme toujours, depuis plus d'1 mois, et j'ai commencé à couper l'arbre mort. J'ai essayé de faire comme si c'était un simple arbre, lisse, sans aspérité, sans visage. Et en effet, il était comme tous les autres arbres que j'avais déjà découpés. Résistant, dur, compact. Et puis d'un coup, ma tronçonneuse s'est emballée. Je suis passé à travers le centre comme dans du beurre, et la puanteur est devenue insoutenable. J'ai sorti ma tronçonneuse du tronc, regardant le visage qui me fixait. J'étais terrifié, et j'ai remarqué dans la chaîne de mon outil des morceaux noirâtres, qui n'étaient pas du bois. J'ai essayé d'imaginer ce que ça pouvait être. Des excréments d'animaux, des insectes, du bois pourri. J'étais ailleurs, la même sensation que dans un rêve, mais je n'aurais pas pu m'imaginer ce que c'était vraiment. Je suis sorti de mon état comateux et mon collègue m'a plaqué au sol. J'étais tellement obnubilé par ces morceaux bizarres dans ma chaîne que je n'avais pas vu l'arbre qui me tombait dessus. Je me souviens du bruit qu'a fait le tronc en s'écrasant au sol.
comme un tube vide. L'odeur était plus forte que jamais, et j'étais sur le point de vomir. Je tremblais, je me sentais faible. Mon collègue s'est approché de la souche fraîchement coupée, et il a marmonné quelque chose avant de vomir. Je me suis relevé du mieux que j'ai pu, et j'ai vu ce qui l'avait fait vomir. En fait, je crois avoir vomi moi aussi. L'odeur ne venait pas des peaux de bête. La souche avait été complètement vidée, tout comme le tronc, et remplie de morceaux de ce qui semblait être de la chair pourrie. J'aurais pu croire que c'était de la chair animale si je n'avais pas vu des doigts et un pied humain. Je crois que je suis resté immobile pendant plusieurs minutes, à me demander ce que je devais faire, à essayer de trouver une raison à tout ça, à essayer de me persuader que ce n'était pas ce que je croyais. On est allé signaler ça à notre patron, puis à la police. 2 agents sont venus plus tard dans la journée. Ils ont inspecté le camp, le tronc et la souche. Je ne suis pas retourné là-bas avec eux, mais mes collègues m'ont dit que les 2 hommes avaient fait mine de ne rien voir, et qu'ils étaient repartis comme si de rien n'était. Maintenant que j'y réfléchis, je comprends pourquoi. La découverte de corps sur le chantier aurait retardé, voire annulé la construction prévue à cet endroit. Des centaines d'enquêteurs, des mois d'inspection, et un chantier à 18 millions perdus. Les policiers avaient dû être grassement payés, comme ils l'avaient sûrement été pour l'évacuation de la forêt. J'ai refusé de reprendre le travail, mais certains de mes collègues, qui n'avaient soit aucun scrupule, soit aucun moyen de refuser financièrement parlant, ont continué à abattre les arbres. Au total, on a découvert 24 arbres semblables. Des trous de la taille d'un homme avaient été percés en hauteur, et les arbres étaient vidés ensuite. Plusieurs hommes ont abandonné durant les mois qui ont suivi. J'en fais partie. Je suis rentré en France après avoir juré à mes employeurs de ne jamais en parler. J'ai appris plus tard que J.K. Haute Jurage ne voulait pas dire les enfants de Georges, mais les enfants de Yarilo. Yarilo est le dieu slave de la végétation et de la fertilité. Son nom croate est Jurage. Les phrases qu'il nous criait quant à elle voulaient dire « Nourris-toi de l'arbre, tu nourriras l'arbre ». J'ignore qui étaient ces personnes dont on a retrouvé les restes. J'ignore aussi si c'était leur visage qui était gravé sur les arbres. Encore aujourd'hui, ces visages sont gravés dans ma mémoire. Et cette sensation quand j'ai coupé le premier arbre, l'impression de tronçonner un sac de fruits. Je ne sais pas si le chantier a été terminé, ni même si d'autres de mes collègues ont parlé. L'entreprise de déboisement a fait faillite, et la société de construction a suivi peu après. Je ne veux pas en parler à la police. Je ne veux pas revivre ça. J'ai l'espoir qu'en racontant cette histoire, quelqu'un s'en chargera pour moi. Mais une chose est sûre, je ne retournerai pas là-bas. Je pense que je suis mort il y a 17 ans. Plus précisément, je crois que je suis mort le 11 septembre 2001. Non, pas dans l'enfer des attaques terroristes de New York, mais à cause d'une chose qui n'est pas entièrement sans rapport. Je suis né à Gander, en Terre-Neuve. En tant qu'enfant, à l'époque, le 11 septembre ne concernait pas les attaques terroristes. Il s'agissait de l'été prolongé. Vous voyez, Gander est une escale et a permis à des milliers et des milliers de personnes dont les vols avaient été annulés de rester dans notre ville. Nos écoles ont été fermées pour accueillir les gens. Nos églises et notre centre communautaire étaient remplis de rangées de lits. Notre petite ville de 10 000 habitants a plus que doublé en une nuit. Moi, j'avais 9 ans. Mon anniversaire était le 10 septembre. Alors quand l'école a été fermée le jour suivant, c'était comme si Dieu lui-même m'avait fait un cadeau d'anniversaire. À ce moment-là, l'été était revenu et il n'y avait qu'une chose à faire, aller chercher mes amis et jouer. Quand j'étais jeune, nous allons toujours jouer au Old Townside, une ville militaire abandonnée qui se trouvait à côté de l'aéroport, juste à côté de la piste. C'est à partir de là que la ville s'est développée, mais pour nous, il s'agissait d'une vaste étendue de bois où nous pouvions courir en sécurité grâce à la garde renforcée de l'aéroport, avec occasionnellement des bâtiments en ruine à explorer. C'est dans l'un de ces bâtiments que je pense être mort. À Gander, il y a une histoire de fantôme que tout le monde connaît, et c'est la suivante. Si vous voyez un lapin blanc hors saison sur le site de la vieille ville, ne vous retournez pas. Quand j'étais jeune, nous allions toujours jouer au site de la vieille ville.
L'histoire raconte qu'à l'époque où le site de la vieille ville était encore habité, une femme a été assassinée. Elle a été démembrée, on lui a arraché les yeux, et tout son corps a été jeté dans le puits de la ville. Le lendemain, quand les gens l'ont trouvé, le puits était entouré de lapins blancs, même si ce n'était pas la saison. Donc si vous voyez un lapin blanc en dehors de la saison, c'est qu'elle est juste derrière vous. Pendant que nous jouions à la chasse à l'homme, un mélange de cache-cache et de football, j'ai décidé de me cacher dans l'un des bâtiments. On l'appelait la maison de Flynn, parce qu'au rez-de-chaussée, il y avait une cave souterraine dans laquelle on pouvait ramper et où le vagabond de la ville, Tracy Flynn, y restait souvent en hiver. Cependant, c'était l'été, et cela signifiait qu'elle serait vide. J'ai donc rampé, et bien qu'il fasse sombre, c'était parfait pour se cacher. Je me suis recroquevillé et j'ai attendu. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Le temps était flou. Jusqu'à ce que finalement un lapin blanc comme neige saute dans le vide sanitaire et s'arrête juste en face de moi. Cela m'a glacé le sang. Mon rythme cardiaque s'est accéléré et j'ai soudain senti les yeux me brûler. Je ne peux pas dire si c'était la panique des histoires qui défilaient dans ma tête ou un phénomène réel, mais je savais que je ne pouvais pas rester là. Je devais partir. Je savais qu'elle était juste derrière moi. J'ai rampé hors de la cave vers la lumière et je suis sorti de la maison. J'ai commencé à marcher lentement, mais je sentais une présence derrière moi. Ce sentiment rampant de terreur, cette terreur à peine réprimée, qui vous donne envie de vomir et vous en empêche à la fois. J'ai essayé de l'ignorer, j'ai marché pendant plusieurs minutes, ou heures pour ce que j'en sais. Je pouvais la sentir. Je me souviens avoir entendu des pas, mais je suis sûr qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas. Je me souviens d'avoir entendu un léger goutte à goutte, mais je suis certain qu'il n'y en avait pas. Il fallait que je regarde. Je ne pouvais pas rentrer chez moi sans vérifier. Je le regrette encore aujourd'hui. Elle était derrière moi. Elle se tenait debout, absurdement sur des jambes manquantes. Les bras qui n'étaient pas là tendus vers moi. Des orbites vides qui saignent, me fixant directement. Des dents jaunies derrière des lèvres noires, écraclées, ricanées avec haine. Son corps nu, gris et ballonné, était gorgé d'eau et meurtri, et l'odeur qui venait de nulle part était accablante. Mais ce n'était pas l'odeur de la pourriture, c'était autre chose. Quelque chose de différent de tout ce que j'avais rencontré auparavant. Mais surtout, je me souviens qu'elle pouvait me voir. Elle me fixait directement, les trous de ses yeux brûlant ma rétine. Et elle me détestait. Alors j'ai sprinté, plus vite que je n'avais jamais couru, plus loin que je ne pouvais courir. J'ai sprinté le long de la route près de la piste, passé l'usine de recyclage, le cimetière, l'endroit où ils construisaient un nouveau Walmart, jusqu'à ma maison. Là, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai attendu, catatonique. Ce n'est que récemment que j'ai réalisé toutes les bizarreries qui ont suivi. Mes amis de ce jour-là ne sont jamais venus me chercher. Et quand nous nous sommes reparlés, ils étaient distants et étranges. Finalement, ils se sont éloignés de moi. Mes parents ne portaient plus trop d'attention à moi, et j'ai passé beaucoup de temps seul. Mes notes ont baissé, je suis devenu paranoïaque et j'avais l'impression d'être observé. J'ai mis ça sur le compte d'expériences traumatisantes et du fait que j'étais un solitaire. Alors j'ai continué à vivre dans le brouillard. À présent, je me sens comme exilé. Je mange et dors à heure fixe, mais je n'ai jamais faim, ne suis jamais fatigué. Ma vie semble n'avoir plus de sens. La semaine dernière, j'ai essayé de ne pas manger, pour voir si tout était dans ma tête. Pas la moindre sensation de faim. J'ai essayé la même chose avec le sommeil, idem. J'ai passé une nuit entière à la salle de sport. Aucune fatigue, même pas de la transpiration. À ce stade, je ne saurais vous dire si je suis vivant ou mort. J'existe, je peux parler aux gens, je travaille, mais je ne peux me lier avec personne. La nourriture et le sommeil sont apparemment facultatifs. Je n'ai plus de relations. Je ne me souviens plus de personne et je ne pense pas qu'ils se souviennent de moi. Une chose est sûre, depuis ce jour-là, il y a 17 ans, je n'ai plus jamais regardé par-dessus mon épaule. Je ne peux pas, car je sais qu'elle est toujours là.
Cette histoire est l'expression de ma gratitude envers un ami. Un ami qui a toujours été là pour moi. Il a veillé sur moi pendant que je grandissais et a été le meilleur ami qu'un enfant puisse avoir. Même si je ne l'ai pas ressenti ainsi à l'époque. Il était toujours là, bien que je ne le voyais pas, et il agissait toujours dans mon intérêt, même si parfois je ne pouvais pas comprendre. J'aimerais partager cette histoire avec vous, et si vous avez de la chance, vous avez peut-être vous aussi un ami comme lui. Je pense que je devrais d'abord vous laisser lire sa lettre. En mai 2010, j'ai acheté un nouvel ordinateur, et j'ai emmené l'ancien au magasin pour récupérer les données. J'ai ramené le nouvel ordinateur à la maison et j'ai commencé à restaurer mes fichiers et à réinstaller mes logiciels. J'ai remarqué qu'il y avait un fichier dans le dossier MISC que le technicien du magasin avait créé pour les fichiers divers. Il s'appelait « Joyeux anniversaire ma chérie.txt ». Au départ, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un message que ma mère avait écrit pour moi et que j'avais oublié de lire. Je l'ai donc ouvert et voici ce que j'ai trouvé. J'espère qu'un jour tu trouveras ce message. Je ne suis pas très doué en informatique, mais je t'ai vu utiliser cette machine dernièrement, et je pense savoir comment sauvegarder cette lettre pour que tu la trouves. Puisqu'il est temps pour moi de partir, je veux te laisser ce dernier message. Je sais que tu n'as jamais rencontré ton père, mais pour moi il était le colonel Marc-André Keller, comme ta mère a dû te le dire. C'était un homme bon, avec la fierté d'un lion, la force d'un ours et un cœur d'or. À dire vrai, il me considérait presque comme son fils, bien avant ta naissance. J'étais son second et j'ai servi avec lui pendant 3 ans. J'ai vu ta mère pleurer en apprenant la nouvelle, son ventre gonflé par ton arrivée prochaine dans ce monde, et je suis resté avec elle chaque seconde de chaque jour, et ce jusqu'au jour où tu es venu au monde. C'est alors que mon attention s'est portée sur toi. J'étais là lorsqu'ils t'ont nettoyé et remis à ta mère, et elle semblait me regarder d'un air complice, alors que je me tenais au-dessus de vous deux, presque comme si elle savait depuis le début. Je t'ai vu grandir. Tu étais un bébé radieux et tu semblais avoir hérité du sens de l'humour de ton père. À l'âge de 4 mois, tu faisais tout pour empêcher ta mère de te changer, tout en riant. Tu étais une sauvage dans l'âme, tout comme tu l'es aujourd'hui, tout comme Marc. Quand tu avais environ 6 mois, on jouait tout le temps. Nous avions un jeu en particulier, où je t'attrapais les orteils et chatouillais ton ventre. Tu adorais ça, mais quand ta mère rentrait, je devais arrêter. Et elle était toujours perplexe, quand après un certain temps tu te mettais soudainement à pleurer. Elle avait l'impression que tu ne l'aimais pas, et c'est là que j'ai réalisé que je devais m'éloigner un peu. Quand tu as eu 1 an, tu as semblé développer un 6e sens me concernant. Et bien que l'on ne pouvait plus se voir autant qu'avant, tu savais que j'étais là. Je ne pouvais plus jouer avec toi autant qu'avant parce que je savais que cela allait te faire du mal sur le long terme, mais je restais là. Je savais que tu te souvenais de m'avoir vu, parce que tu avais une façon de tester ma présence. Tu jetais des jouets dans le coin sombre où je me tenais, et tu attendais de voir si je voulais jouer avec toi. Je sais que tu ne t'en souviendras pas, mais une fois tu m'as jeté un ours et une poupée de chiffon, et comme ta mère était occupée à préparer le dîner dans la cuisine, je t'ai distrait en faisant un petit spectacle. Ce n'était rien de spécial, je les ai juste fait danser un peu. Tu riais si fort que ta mère est entrée pour voir ce qui était si drôle, mais quand elle l'a vu, elle n'a pas ri. Je parie qu'aujourd'hui encore, il te suffirait de mentionner la danse de l'ours et de la poupée de chiffon pour que ta mère devienne toute pâle. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça à ta mère. Tu te souviens de ton premier mot ? Je m'en rappelle. C'était « je t'aime ». Ta mère s'assurait que tu savais à quel point elle te chérissait, et à chaque instant elle disait toujours « je t'aime mon bébé, je t'aime ». Je me souviens qu'une fois, alors qu'elle te changeait dans la salle de bain, tu as invoqué toute la nostalgie au fond de moi. Il semble que tu aies surpris mon reflet dans le miroir derrière elle, et tu l'as pointé du doigt et dit « je t'aime ». Enfin plutôt « t'aime ». Mais ta mère avait compris.
puis elle a ri en hochant de la tête. C'était ton seul mot pendant un certain temps, mais lorsque je sortais de ta vue, tu commençais à t'agiter, et j'ai su à nouveau que je devais être plus discret. Tu grandissais de plus en plus chaque jour maintenant, et je ne pouvais pas me permettre de rompre ma promesse à ton père. C'est pourquoi je devais m'éclipser une fois de plus. J'ai enfreint les règles de nombreuses fois pour te protéger, car cette promesse à ton père était tout pour moi. Je me souviens quand tu avais 3 ans, tu ne pouvais jamais rester immobile. Ces petites jambes t'avaient ouvert un tout nouveau monde et tu n'hésitais pas à l'explorer. Un jour, tu étais avec ta mère au supermarché et une dame avec un sac à main verni a attiré ton attention. Tu as couru vers elle au moment où une personne pressée passait avec son chariot dans l'autre sens. Il n'était pas permis d'enfreindre les règles, mais il était hors de question pour moi de te laisser sans défense. Lorsque tu as vu le chariot, tu es tombé de panique avant d'avoir pu filer. N'ayant pas d'autre choix, j'ai envoyé le chariot valser contre un réfrigérateur, et quand il s'est écrasé, cette personne a crié au secours. Tu as tout simplement éclaté de rire, alors que la foule se rassemblait et que ta mère accourait. Quand elle t'a trouvé sur les lieux, tu étais saine et sauve, et tu as montré du doigt le chariot qui avait brisé la vitre du réfrigérateur. Je me cachais alors, gêné d'avoir créé une telle scène, même si je dois admettre que je riais intérieurement. Au fur et à mesure que tu grandissais et que tu devenais plus sage, je l'étais aussi, et j'ai finalement appris quand intervenir. En faire trop nous aurait fait du mal à tous les deux, alors j'ai choisi mes moments avec soin. Tu étais une enfant intelligente, tout comme ton père, et la plupart du temps tu savais comment gérer toutes les situations. Lorsqu'un problème se présentait, tu trouvais toujours une solution à présent. Même si j'ai dérapé quelquefois pendant que tu grandissais, je pense que j'ai bien fait de garder un œil sur toi. C'était juste des petites choses pour te rendre la vie un peu plus facile. Des choses dont tu ne te souviendras probablement pas. Comme mettre tes partitions de piano dans ton sac le soir, éteindre ta télévision quand tu t'endormais, tirer les draps sur toi pendant les nuits froides, fermer tes fenêtres et ta porte. Tu m'as surpris plusieurs fois en train de faire tout ça. C'est pour cela que je veux prendre le temps pour m'excuser de t'avoir fait peur. Une fois tu faisais tes devoirs et tu t'es endormi sur ton bureau. Alors j'ai fini ton devoir de maths. Tu t'étais plaint à ta mère auparavant sur le fait que le professeur était très strict sur les devoirs. Je savais que de toute façon tu connaissais les réponses, donc j'ai pensé bien faire. Tu savais que quelque chose s'était passé lorsque tu as découvert que l'autre partie de ton devoir était aussi terminée. Tu étais plus âgé, et tu avais fini par m'oublier. Les choses que tu as vues dans les médias à propos des fantômes t'ont effrayé, et tu avais le droit d'avoir peur. Je veux juste te dire que je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire pleurer. Si seulement j'avais fait un peu plus attention, tu ne l'aurais jamais su. Je voulais juste te protéger et que tu sois heureuse. En grandissant, tu as commencé à devenir une jeune femme. Et en tant que telle, tu as commencé à être attirée par les jeunes garçons. Même si tu étais suffisamment mûr, tu prenais souvent des risques stupides. Et te protéger est soudain devenu problématique pour moi. Petit à petit, j'ai dû m'exposer de plus en plus. Notamment cette nuit où ce bon à rien de garçon que tu as ramené à la maison a commencé à te faire des avances. Ta mère était au travail, il ne voulait qu'une chose. Et même si je savais que ce n'était pas à moi de choisir pour toi, tu n'étais encore qu'une fille de 15 ans. Alors qu'il se mettait sur toi et commençait à te déshabiller, qu'il enlevait son haut et commençait à te murmurer ces mots doux, ton visage en disait long. Tu étais effrayé. Tu lui as dit d'arrêter et il n'a pas voulu. Et quand tu as essayé de le repousser et qu'il s'est mis en colère, quand il t'a frappé et a finalement essayé de mettre sa main sous ta jupe, c'en était trop pour moi. Et je n'ai pas pu me contrôler. Les lumières ont vacillé, le volume de la télévision a augmenté, les portes et les fenêtres claquaient. Et avec la même ardeur que ton père, j'ai crié « Sors de la maison, mon garçon !» Il est parti en courant, et tu as essayé de le suivre. Mais je t'ai claqué la porte au nez, et je n'ai pas lâché la poignée avant que ta mère n'arrive. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Tout ça t'a traumatisé pendant un moment. Après une telle expérience, tu as eu encore plus peur de moi. Et j'ai su dès lors que malgré tout l'amour que je te porte, nous ne pourrions jamais être amis. Pas après ce que j'avais fait.
Certaines nuits, tu restais éveillé tard à me guetter, et je devais m'asseoir dans le coin sombre, te regardant droit dans les yeux, incapable de te rassurer en te disant que je n'étais pas là pour te faire du mal. Tu avais l'habitude de crier « Je te déteste, va-t'en, laisse-moi tranquille !» Et comme tu le faisais quand tu étais petite, tu jetais des objets dans le coin sombre, sauf qu'au lieu de jouer, cette fois c'était des livres, des CD, tout ce qui te tombait sous la main pour me faire bouger. Tu t'asseyais dans ton lit pour surveiller ce coin sombre. Je me suis toujours senti mal pour ce que j'avais fait. J'avais presque brisé la promesse faite à ton père. Mais plus important encore, j'avais presque brisé la promesse personnelle que je t'avais faite. C'était comme ça jusqu'à la nuit où tu as essayé de faire la paix avec moi. Cette nuit où tu t'es assise dans ton lit et où tu as dit « Si tu m'entends, je suis désolé, tu essayais seulement de l'arrêter. » Je voulais dire quelque chose mais je n'y arrivais pas. Même si tu insistais en disant « Tu es là, non ? Fais-moi un signe. » Je mourrais d'envie de te faire un signe, n'importe quoi pour te montrer que j'étais là et que je t'avais entendu. Mais je pensais que tu n'aurais pas supporté la réalité. J'ai gardé le silence et j'ai juste hoché la tête, dans ce coin sombre où tu ne pouvais pas me voir. Tu dois savoir que je n'ai jamais été en colère contre toi. Tu n'étais qu'une petite fille. C'est juste que ce petit merdeux m'a mis hors de moi. Promets-moi juste que cela n'arrivera pas à nouveau, ok ? C'est ton 18e anniversaire aujourd'hui, et c'est exactement pour ça que je t'écris. Je veux te souhaiter un bon anniversaire. Vis ta vie pleinement. Essaye de ne pas m'oublier, et sache que tu es quelqu'un de formidable. Ton père serait si fier de toi. Cette lettre est mon cadeau pour toi, et ne t'inquiète plus du coin sombre. Ma tâche est à présent terminée. Prends soin de toi, sois prudente, et sois heureuse. Je t'aime, lieutenant Axel Marot. J'étais abasourdi quand j'ai lu cette lettre. Tout avait enfin un sens. Toutes les choses qui se sont passées quand je grandissais. J'ai toujours cru que je me faisais des films, jusqu'à ce jour où mon ex-petite amie a failli me violer. Je serai la première à admettre que j'avais peur de lui, parce que je ne comprenais pas ce qu'il était, pourquoi il était là ou ce qu'il cherchait. Mais maintenant je vois que j'avais tout faux. Quelques jours après avoir lu la lettre, j'ai posé à ma mère quelques questions sur les choses effrayantes qui sont arrivées quand j'étais petite. Elle était très nonchalante à ce sujet, jusqu'à ce que je mentionne ce qui s'était passé au supermarché. Là, elle a arrêté de nettoyer, posé son chiffon, s'est tournée vers moi et a souri. « Tu as toujours eu un ange gardien qui veillait sur toi, chérie. Je ne sais pas si c'était ton père ou pas, mais qui ou quoi que ce soit, il s'est assuré que rien de mal ne puisse t'arriver. » En se retournant et en commençant à nettoyer la vaisselle, elle a demandé « Alors je suppose que tu l'as rencontré, n'est-ce pas ?»« Pas exactement. Il a laissé quelque chose pour moi. » Je suis monté à l'étage. J'ai descendu mon ordinateur portable et je lui ai montré la lettre sur mon ordinateur. Ma mère pleurait quand elle a fini et elle m'a tout raconté sur l'ami de mon père. C'était un gentil garçon. Marc l'a amené à la maison pour que je fasse sa connaissance. J'ai senti qu'il avait une grande estime envers lui. Cet homme était aussi loyal qu'un chien envers son maître. Il avait pour lui un amour et un respect qui m'intimidaient même parfois. Lorsqu'il est venu chez nous en permission, Marc a presque dû lui ordonner de faire comme chez lui. Et on a même dû lui demander d'enlever son uniforme. Il respectait Marc presque comme un garçon respecte son père. Je ne connais pas vraiment son passé, mais je me souviens que ton père m'a dit qu'il était un bon soldat et un ami inestimable. Elle prit une profonde inspiration et étouffa quelques-unes de ses larmes avant de poursuivre. Ils ont trouvé ce pauvre garçon et ton père, tous deux dans un bâtiment ennemi. Ils étaient partis en reconnaissance et leur équipe a été séparée lorsqu'ils ont essuyé des tirs. Les autres soldats ont survécu, mais ces deux-là n'ont pas eu cette chance. La façon dont ils les ont trouvés était étrange. Elle a avalé difficilement, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Ce garçon a été trouvé sur ton père, criblé de balles. Il l'a protégé jusqu'au moment où il est mort.
Il aurait pu s'enfuir, mais il a refusé de quitter ton père blessé. Après ça, nous avons fondu toutes les deux en larmes. Il était un gardien. J'aurais donné n'importe quoi pour avoir une chance de lui dire que j'étais désolé et que je l'aimais en retour. Je n'étais pas en droit d'avoir peur de lui et lui faire toutes ces misères à la fin. J'ai réalisé qu'il avait tellement aimé mon père que même la mort n'avait pas pu le détourner de cette promesse dont il avait parlé dans la lettre. Quand j'ai demandé quelle était cette promesse, ma mère m'a regardé et, les larmes aux yeux, elle a dit « Elle a été faite dans cette maison pendant qu'il préparait ta chambre. C'était juste. Quoi qu'il arrive, promets-moi que tu veilleras sur ma fille. » J'ai grandi dans un petit village du Nord. Ce n'était pas un de ces charmants petits villages touristiques pittoresques. Presque personne en dehors du pays ne connaissait son existence. Je détestais cet endroit. C'était terne et isolé. La gare était à 50 km et la grande ville la plus proche était à 2 heures de route. Ma vie de famille n'était pas terrible non plus. Mes parents n'ont jamais pu me supporter. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi ils s'étaient mariés en premier lieu. Lorsque les accusations et les injures devenaient trop fortes, je m'enfuyais chez ma grande tante Agathe, en bas de la rue. La grande tante Agathe n'était pas parfaite, mais elle était toujours gentille avec moi. Même en tant qu'enfant, je pouvais sentir qu'elle n'était pas vraiment la bienvenue dans notre petite communauté. Elle n'avait presque jamais de visiteurs, et sa petite clôture était toujours pleine de graffitis grossiers, tagués par les ados du quartier. La décrire comme un peu folle aurait été un euphémisme. Sa maison contenait plein de choses. Le canapé était toujours rempli de coussins brodés à la main. Sa cuisine avait un grand service de porcelaine colorée. Les armoires étaient pleines de chutes de tissus, et le couloir était jonché de tas de livres. Elle collectionnait les animaux en porcelaine. Il parsemait les fenêtres, la petite théière du salon, les étagères de la cuisine, le haut de l'armoire à pharmacie du cabinet de toilette, et on pouvait toujours trouver une petite grenouille ou deux sur les piles de livres du couloir. Je l'aimais bien, cette grande tante. J'ai de très bons souvenirs à m'asseoir dans la cuisine en désordre, après avoir poussé un tas de torchons de la chaise, et elle se mettait à me préparer une tasse de thé avec des petits beurres. La grande tante Agathe faisait les meilleurs petits beurres. Elle s'assurait de badigeonner le dessus avec un jaune d'œuf pour qu'il soit parfaitement croustillant et doré. Nous nous asseyions dans la cuisine pour échanger des histoires d'horreur, tandis que le ciel s'assombrissait et que les ombres grandissaient. Comme je l'ai mentionné plus tôt, elle était absolument folle. Elle me racontait toutes ces histoires horribles de trolls dans les montagnes, de démons dans les maisons abandonnées et de sorcières dans les bois. Je n'étais pas un enfant ordinaire non plus. Je les absorbais et les répétais à mes camarades de classe, aux grandes dames de mes professeurs. La grande tante Agathe mettait toujours un point d'honneur à terminer ces histoires en me prenant la main et en disant « Mais souviens-toi, mon chéri, disait-elle les mains chaudes contre les miennes, les vrais monstres sont parmi nous. » Je pensais qu'elle parlait de M. Ménard, un vieil homme grincheux, avec un froncement de sourcils permanent, qui vivait de l'autre côté de la rue. Il nous faisait peur, surtout quand on passait devant chez lui et qu'on le voyait nous fixer de sa fenêtre. Il n'était pas non plus amical envers les adultes de notre village. Papa l'a traité une fois de vieux salaud, quand il est venu se plaindre que notre chien jouait et aboyait dans notre jardin l'après-midi. Je me demandais quel genre de monstre était M. Ménard. Je ne vous cacherai pas que j'adorais les histoires d'horreur de la grande tante Agathe, mais elle revenait toujours me hanter dans mes rêves. Je rêvais souvent que j'étais poursuivi dans les bois par M. Ménard, une faux à la main. Mais je n'en parlais jamais à grande tante Agathe. Je ne voulais pas lui montrer que j'avais peur. Être apparenté avec elle n'était pas l'idéal. Comme je l'ai déjà dit, elle n'était pas très populaire dans notre petit village. Mes parents n'ont jamais dit pourquoi. Mais j'écoutais les enfants à l'école répéter ce que leurs parents disaient au dîner. D'après ce que je me souviens, la grande tante Agathe était mariée à un plombier un peu volage et ayant un problème d'alcool. Quelques années après leur mariage,
Il avait des vues sur une jeune et jolie serveuse du seul bar du village. La grand-tante Agathe pensait qu'avoir un enfant pourrait résoudre ce problème. Ils ont essayé pendant plusieurs mois et finalement, un matin, elle a découvert qu'elle était enceinte. Son mari est soudainement redevenu amoureux d'elle. Mais les moments heureux n'ont pas duré très longtemps. Elle est tombée dans un escalier un matin et a perdu le bébé. Cette nuit-là, son mari était de retour au bar, tandis que la grande-tante Agathe pleurait seule dans son lit d'hôpital. À l'époque, la société n'était pas très tendre avec les femmes qui avaient perdu leur mari, que ce soit à cause de maladies ou de belles jeunes femmes. Lorsque la grande-tante Agathe a essayé de reprendre une vie normale après son retour à la maison, des rumeurs ont circulé pour savoir si son mari n'était plus intéressé par elle, parce qu'elle était stérile. Finalement, lui et la jeune serveuse ont disparu, ils s'étaient enfuis ensemble, et la grande-tante Agathe a dû se débrouiller seule. Je n'ai jamais pu demander à mes parents ce qu'il en était, mais je voyais à quel point elle se sentait seule. Alors je m'assurais de lui rendre visite tous les jours. D'ailleurs, mes parents ne se souciaient pas de savoir où j'étais jusqu'à l'heure du dîner. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé de faire mes valises et de partir pour la grande ville. Je ne supportais plus d'être dans ce petit village sinistre. J'étouffais. Alors je me suis inscrit à l'université et je suis sorti de cet enfer. J'écrivais parfois à ma grande-tante Agathe. Elle n'avait pas le téléphone et je doute qu'elle sache ce qu'était un ordinateur. Alors je me contentais de lui envoyer des cartes postales de temps en temps. Mes parents ont divorcé après mon départ et ont vendu la maison. J'ai donc cherché un emploi et je me suis installé dans la grande ville. Un soir, ma mère m'a appelé pour me dire que ma grande-tante Agathe avait eu une crise cardiaque alors qu'elle était allée chercher du pain. Ils ont découvert son testament et elle m'avait laissé sa maison. J'ai pris le premier train le lendemain matin et après une heure passée dans un vieux bus peu confortable, j'étais devant la maison de grande-tante Agathe. Maman m'a parlé du double de la clé qui se trouvait sous le vieux tapis de bienvenue en lambeaux près de la porte d'entrée. De vieux souvenirs ont refait surface lorsque j'ai pénétré dans le vieux couloir moisi avec des piles de livres partout. Alors que le monde extérieur avait progressé de plusieurs siècles, la maison était restée figée dans le temps. Soudain, l'odeur des petits beurres tout juste sortis du four a ressurgi de ma mémoire, et j'ai eu l'impression d'avoir à nouveau 10 ans. Chaque surface était recouverte d'une épaisse couche de poussière. On aurait dit que la grande-tante Agathe avait renoncé à faire le ménage dans ces derniers jours. Il y avait de la vaisselle sale dans l'évier et des mouches bourdonnaient autour de la poubelle. Il y avait tellement de rangements à faire. J'ai fait le tour de la maison pour en prendre l'ampleur. Je m'attendais à la voir assise dans son fauteuil préféré, dans le salon, en train de feuilleter un vieux livre de cuisine. Mais elle n'était plus là. La grande-tante Agathe était partie et elle ne reviendrait jamais. Je me suis senti coupable en me rappelant que j'avais cessé de lui écrire, sauf à Noël et pour son anniversaire. J'aurais aimé lui rendre visite après avoir déménagé. J'ai remarqué la porte sous l'escalier. C'était une porte menant à la cave. Trouver la clé était difficile avec tout le désordre dans sa maison. Mais j'ai finalement trouvé un porte-clés dans la commode près de son lit. Après avoir essayé presque toutes les clés, j'en ai finalement trouvé une qui convenait. Un mur de poussière est tombé sur moi quand j'ai ouvert la porte. J'ai toussé, essayant de trouver un interrupteur sur le mur à côté de la porte. En l'allumant, une faible lueur a rempli la cave. J'ai descendu les escaliers branlants. Il y avait des cartons empilés jusqu'au plafond, des meubles cassés, des journaux, des serviettes sales et des draps poussiéreux, et toutes sortes d'objets inutiles. Mes yeux me piquaient et j'avais l'impression que mon nez était en feu. J'ai décidé de monter à l'étage. Au moment où j'allais me retourner, quelque chose a attiré le coin de mon œil. Il y avait une autre porte derrière 2 rangées de boîtes. Je pouvais voir un cadenas rouillé dans l'espace entre les boîtes. Les boîtes étaient lourdes, probablement remplies de porcelaine et d'autres livres. J'ai réussi à les glisser. C'est étrange. Pourquoi avait-elle une pièce séparée dans sa cave? J'ai sorti le trousseau de clés de ma poche. Au 7e essai, la serrure s'est ouverte avec un déclic, et le cadenas rouillé est tombé sur le sol, avec un grand bruit qui m'a presque fait sursauter. J'ai ouvert la porte. La première chose que j'ai remarquée était l'odeur. C'était incroyablement moisi, comme si personne n'avait ouvert la porte depuis des années. J'ai baissé les yeux, et j'ai senti la bile monter dans ma gorge. J'ai fait un pas en arrière et j'ai vomi sur le sol, à côté de moi. La pièce était petite, comme un placard,
et à mon horreur, il y avait 2 squelettes affalés contre le mur. Je pouvais les identifier comme étant un homme et une femme, grâce à leurs vêtements délavés et en lambeaux. C'est alors que j'ai remarqué autre chose. L'intérieur de la porte du placard était entièrement marqué par des griffures. J'ai toujours aimé les films. En tant que cinéphile, mon attention se portait instantanément sur la télévision lorsque j'apercevais une publicité pour un film à venir. La plupart des créations hollywoodiennes stupides et sans intérêt étaient facilement oubliables, donc à chaque fois que je tombais sur un nouveau film indépendant avec un concept relativement original, j'étais excité à l'idée de découvrir quelque chose de différent. Récemment, j'ai eu l'occasion de voir une publicité pour un thriller à parution limitée qui s'appelait Pièces silencieuses. Le titre à lui seul était intriguant, et lorsque j'ai regardé la publicité, je n'ai pas été déçu. Le film mettait en scène un tueur en série avec un sens moral tordu, qui choisissait ses victimes en fonction de ce qu'elles prenaient ou offraient à la société, selon ses propres critères. Et la manière dont il les tuait reflétait la façon dont elles avaient blessé les autres autour d'eux. Je n'avais vu que 2 publicités différentes pour ce film, et les 2 étaient quasiment similaires. Seule la narration et les extraits montrés changeaient légèrement. Cependant, un soir où j'étais en train de regarder la télé, j'ai vu un spot publicitaire pour Pièces silencieuses que je n'avais jamais vu auparavant, que j'ai trouvé absolument glaçant. Il commençait avec le titre écrit en blanc sur fond noir, qui est resté affiché pendant environ 5 secondes. Il est ensuite passé sur un deuxième écran similaire, et le texte cette fois-ci disait « J'arrive » en plein milieu de l'écran. Le message était accompagné par plusieurs sanglots discrets. En regardant l'écran de plus près, je pouvais apercevoir environ 6 silhouettes sombres en arrière-plan. Il n'y avait aucun extrait dans cette publicité, ni le message habituel « bientôt dans les salles ». J'ai trouvé ça très troublant, mais c'était probablement une technique de marketing. Réussi, je dois l'avouer. J'ai regardé quelques dessins animés pour me calmer, puis je suis allé me coucher. Le jour suivant, à la pause déjeuner, je suis allé manger avec ma collègue et amie Sarah. Nous avons discuté de tout et de rien, et une chose menant à une autre, j'ai fini par lui parler de la publicité bizarre que j'avais vue la veille. J'ai été choqué d'apprendre qu'elle regardait également la même chaîne à la même heure, mais la bande-annonce qu'elle avait vue n'était pas du tout celle que j'avais vue. C'était l'habituel qui passait au début. J'ai protesté et je lui ai décrit en détail ce que j'avais vu dans la mienne, mais elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Cela m'a bien sûr beaucoup perturbé, mais ne trouvant pas d'explication, j'ai fini par hausser les épaules, en essayant de ne plus y penser. Après quelques jours, j'avais presque complètement oublié ce qui s'était passé, et je suis retourné à ma petite routine télé le soir. Mais évidemment, je n'ai pas tardé à la revoir à nouveau. C'était presque la même que la dernière fois, seulement cette fois-ci tout semblait plus intense. Les lamentations et les sanglots étaient plus forts, et les silhouettes en arrière-plan beaucoup plus visibles. Mon cœur s'est emballé. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Sarah, lui demandant si elle voyait ce que j'étais en train de voir. Mais elle a répondu par la négative et a rapidement raccroché, en me disant qu'elle était trop occupée avec ses enfants pour discuter. Je n'ai pas protesté, toujours sous le choc de cette étrange bande-annonce que je semblais être le seul à voir. Mes pensées tourbillonnaient dans ma tête, et je commençais à douter de ce que je voyais et j'entendais. Avant de sombrer davantage dans la panique, je me suis levé et je suis allé me préparer quelque chose à manger. J'ai de nouveau regardé des dessins animés, ce qui ne m'a pas beaucoup aidé cette fois, puis je suis allé me coucher. Je m'attendais à devoir me retourner dans tous les sens avant de trouver le sommeil, mais étrangement j'ai très vite sombré dans l'inconscience. Au milieu de la nuit, je me suis brutalement réveillé. J'aurais juré avoir entendu quelque chose d'étrange, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce que c'était. La publicité de Pièces silencieuses m'est presque immédiatement revenue en mémoire, et la peur qui l'accompagnait m'a submergé. Je me suis figé dans le lit,
le cœur battant à tout rompre, et j'essayais de localiser le bruit, même si une petite voix au fond de mon esprit me disait que c'était sûrement mon imagination. On aurait dit des pleurs et des lamentations intenses, exactement les mêmes que celles que j'avais entendues à la télé. La peur qui me serrait la poitrine s'est transformée en panique, et j'ai tiré le drap par-dessus ma tête, dans une vaine tentative d'étouffer les bruits, mais ils n'ont fait qu'empirer. Le désespoir de ces êtres envahissait mon esprit, m'assourdissait. Alors que j'essayais de toutes mes forces de bloquer ces horribles voix, j'ai aperçu une ombre traversant mon drap. Mais j'étais trop terrifié pour le retirer et vérifier si c'était simplement un oiseau ou autre passant devant ma fenêtre, ou quelque chose de bien plus sinistre tapi dans ma chambre. J'avais l'impression d'être un enfant terrifié par le monstre dans son placard ou sous son lit, et cette impression s'est brusquement intensifiée lorsque j'ai senti quelque chose de glacé toucher mes orteils sous le drap. Tremblant de terreur, des larmes coulant sur mes joues, je me suis mis en position fétale et j'ai prié de toutes mes forces. Mais mes prières étaient inutiles, car quelques instants plus tard, mon drap a violemment été arraché et j'ai pu voir ce qui rôdait dans ma chambre. Une silhouette noire, grande, se tenait à côté de mon lit. Il n'y avait pas d'oreille, ni de nez, ni d'yeux sur sa tête. Son seul trait était une énorme bouche étirée en un sourire sinistre. Le besoin de hurler a inondé mes poumons, mais aucun son ne s'est échappé de ma bouche tremblante. Et plus ma terreur grandissait, plus le sourire de la créature s'élargissait. Elle semblait se nourrir de ma peur intarissable, jusqu'à ce qu'elle en ait assez et me transperce le cœur de sa griffe acérée. J'ai réussi à apercevoir une dernière fois la chose, pleinement satisfaite et rompue, avant que je ne sombre dans les ténèbres. Quand je me suis réveillé, j'étais sur le sol. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé, mais il faisait toujours très noir à l'extérieur. Me souvenant brusquement de ce qui s'était passé, j'ai saisi ma poitrine, là où la créature m'avait attaqué. Il n'y avait ni sang, ni blessure. Normalement, j'aurais poussé un énorme soupir de soulagement, en réalisant que ce n'était qu'un cauchemar, et que j'étais simplement tombé du lit. Mais tout ce que je pouvais ressentir était de la peur, et une intense tristesse. Le même genre de tristesse que vous ressentez au moment où vous découvrez qu'un être cher est décédé. Je me suis relevé tant bien que mal, et j'ai trébuché jusqu'à l'interrupteur pour l'allumer. Mais j'avais beau tâtonner dans le noir, je ne le trouvais pas. La seule lueur dans la pièce était celle de la fenêtre. En me tournant vers elle pour l'inspecter, j'ai violemment sursauté. Elle était beaucoup plus grande et semblait anormale. En m'approchant pour l'examiner, j'ai remarqué ce qui ressemblait à des lettres écrites sur le verre. On aurait dit le reflet d'un message sur un miroir. Je me suis concentré pour le lire. J'-A-R-R-I-V-E. J'arrive. Mes jambes se sont dérobées sous moi, et une terreur indescriptible m'a envahi lorsque j'ai réalisé ce qui s'était passé. Alors que mes yeux s'adaptaient à l'obscurité, j'ai remarqué les silhouettes qui m'entouraient, pleurant hystériquement. La tristesse que je ressentais depuis que j'avais repris conscience s'est amplifiée, jusqu'à ce que je commence moi aussi à pleurer de manière incontrôlable. La lumière émanant de la fenêtre était le seul réconfort dans cet horrible endroit. Je me suis donc traîné jusqu'à elle, pour que je puisse regarder à l'extérieur. La seule chose que j'ai pu voir était mon amie Sarah, assise sur le canapé, nous regardant. Si vous lisez ceci, alors je suis mort. Et vous vous trouvez à bord d'un patrouilleur abandonné de classe Cyclone, l'USS Mistral, avec ses moteurs morts et ses systèmes électriques non fonctionnels. J'étais le capitaine de corvette Ryan Simmons. Veuillez lire ceci attentivement. Si vous êtes un officier ou un soldat de la marine des États-Unis, ceci est un ordre. Faites couler ce navire immédiatement. Ne finissez pas cette lettre. Quittez le Mistral immédiatement et faites-le couler. Considérez ceci comme un protocole de quarantaine. Tous les membres de l'équipage sont probablement morts.
Que Dieu vous aide s'ils ne le sont pas. Nous sommes à 8 jours de Kirkwall, se dirigeant vers un appel de détresse intermittent de ce qui semble être un bateau de pêche islandais, le Magnusdóttir, au large dans la zone d'interdiction de pêche de la mer du Nord. Nous avons trouvé le navire, ou plutôt, nous avons trouvé une traînée de pétrole et de fragments sur 1 kilomètre de long, le plus gros d'entre eux brûlant encore. La nuit précédente, le veilleur de garde avait rapporté avoir vu un flash de lumière à l'horizon. L'équipage du Magnusdóttir était introuvable, à l'exception d'un pêcheur solitaire, non brûlé et flottant à l'extrémité de la zone de débris. Il avait été abattu d'une balle dans le front, avec un revolver de petit calibre. Lorsque nous avons repêché son cadavre bleu pâle dans l'eau glacée, il tenait encore un couteau de pêche dans sa main crispée. Ce que nous avons pu reconstituer à partir des preuves, c'est que pour des raisons inconnues, l'équipage était en conflit, ce qui a entraîné le meurtre d'au moins un marin, puis le sabotage et la destruction du navire. La visibilité n'était que de quelques dizaines de mètres, et nous avons passé le jour suivant à dériver avec précaution parmi les débris, dans l'espoir de trouver un survivant. L'équipage était visiblement choqué par cette découverte. Le sinistre du brouillard, allié aux débris fumants du Magnusdóttir qui heurtaient notre coque, ont même déstabilisé les plus avisés d'entre nous. Lors de cette mission de sauvetage, nous espérions sauver quelques marins pêcheurs. Ce que nous avons eu à la place, c'est une mer silencieuse et couverte d'huile, un seul cadavre et quelques questions lancinantes. Le Mistral venait d'être révisé après un long séjour dans la flotte atlantique à Bahreïn, avant son transfert en mer du Nord. Il était en bon état de marche, donc j'ai pu que supposer que la panne mécanique que nous avons eue était un acte de sabotage. Cela s'est produit la première nuit, après avoir fini l'exploration des débris, et que nous sommes retournés sur le site de la première transmission du Magnusdóttir. J'étais dans la cabine quand l'appel du capitaine a retenti, offrant peu d'informations, juste un ordre sévère de le rejoindre sur le pont. M'habillant rapidement, je suis sorti de ma cabine dans un nuage de malaise et de peur palpable. Les veilleurs de garde et les officiers subalternes couraient à travers le navire vers le pont, comme des rats paniqués. Sur le pont, la nuit était anormalement claire et froide, et l'éclat des étoiles scintillait dans l'air glacé. Autour de nous, dans toutes les directions, à quelques centaines de mètres à peine, le brouillard et les nuages s'agitaient, comme s'ils étaient tenus à distance par notre présence. Le capitaine se penchait par-dessus la rambarde avec les hommes de garde. Je me suis approché de lui, voulant savoir de quoi il s'agissait, quand je l'ai vu, la lumière jaillissante d'en dessous de nous. La mer était comme la surface d'un miroir. L'eau était noire, reflétant les étoiles, mais sous la surface, quelque chose brillait d'une lumière froide. Des pulsations de couleurs violettes, vertes et bleues brillaient par en dessous. Nous étions 2 douzaines d'hommes et femmes, abasourdis et peu rassurés par ce spectacle. Nous avons regardé pendant ce qui semblait être des heures, envoûtés par le balai hypnotique de ces lumières. On aurait dit un miroir d'aurore boréale. Quand cela s'est terminé brusquement, il y a eu 3 événements presque simultanés. Tout d'abord, les lumières ont semblé se rétracter, comme l'iris d'un œil en plein soleil. Ensuite, il y a eu un tremblement dans l'air, qui a d'abord fait dresser mes cheveux. Au fur et à mesure que les lumières fantomatiques disparaissaient, le tremblement a augmenté en intensité. Puis j'ai entendu un bruit s'élevant au-dessus du vent arctique, un bourdonnement vibrant provenant du Mistral lui-même, correspondant aux vibrations dans mon crâne. C'était comme si toutes les ampoules à bord du Mistral avaient soudainement reçu de l'énergie, qu'elles s'étaient mises à briller et à bourdonner bruyamment, et quand le ronflement a atteint son apogée, elles ont commencé à éclater, formant des gerbes d'étincelles. Tout cela a duré moins de 2 secondes, et nous nous sommes retrouvés à flotter en silence dans les eaux sombres, sur un bateau endommagé. Les dégâts n'étaient pas visibles, et sans cause évidente. Rien à bord du Mistral ne fonctionnait. Tous les systèmes électroniques étaient morts, toutes les lampes étaient brisées, et même les ampoules de rechange et les petites lampes de poche que nous avions sur nous, toutes avaient leurs filaments complètement fondus. Les téléphones satellites, les radios, tous les moyens de communication étaient hors d'état de marche. Plus d'électricité, même les batteries et générateurs ne fonctionnaient plus. Nous étions à la dérive, sans voile, ni moteur, isolés du monde par une centaine de kilomètres de mer sombre et silencieuse. La première nuit, l'équipage s'est déplacé dans le vaisseau comme des taupes,
tâtonnant dans les couloirs sombres, avec seulement quelques lampes chimiques vertes pour vérifier chaque système. Le capitaine et moi-même nous tenions sur le pont, essayant de donner un sens à cette situation insensée. Après que l'on ait tout vérifié, je suis retourné à tâtons dans ma cabine, et j'ai essayé de dormir dans une obscurité oppressante. Le lendemain matin, j'ai de nouveau fait le point sur la situation, en espérant trouver un fragment d'espoir. Les dégâts étaient considérables. Nous devions trouver un moyen d'envoyer un appel de détresse, et espérer que nous ne nous étions pas trop éloignés de nos dernières coordonnées connues. L'équipage ne connaissait peut-être pas tous les détails, mais leur visage pâle montrait clairement qu'ils étaient conscients de la gravité de la situation. Le premier décès a eu lieu cet après-midi-là. Le bruit des cris m'a amené sur le pont très brumeux. Dans le brouillard, j'ai pu voir des points lumineux descendre lentement. C'étaient 2 fusées de détresse qui dérivaient dans la brume. Apparemment, quelqu'un à bord les avait tirées. Je fis quelques pas de plus, et la scène qui émergea du brouillard me sortit de ma stupeur. Le veilleur de garde, avec un pistolet de détresse dans la main, gisait dans une mare de sang. Le capitaine se tenait au-dessus de lui, agrippé à la rambarde, enfonçant le talon de sa botte à plusieurs reprises dans le crâne brisé du garçon. Je me suis alors rendu compte que le cri que j'avais entendu, le hurlement aigu, provenait du capitaine, son visage exprimant une rage animale. Autour d'eux se trouvait une petite foule, immobile et silencieuse, observant comme des sentinelles. Le capitaine s'est retourné pour me voir et s'est accroupi, ses doigts entourant le pistolet de détresse qu'il a levé à hauteur de mes yeux. Nous nous sommes fixés l'un à l'autre pendant un long moment. Nos yeux se sont verrouillés tandis qu'il haletait lourdement, son visage légèrement éclaboussé de sang. J'avais servi avec cet homme pendant près de 10 ans. Ce n'était pas l'homme que je connaissais. Son expression était remplie de violence et de terreur. Je lui ai alors parlé, d'une voix apaisante. Je lui ai demandé de me remettre le pistolet de détresse. Il n'a d'abord rien dit, puis il a parlé. Ils nous ont assassinés, Ryan. Le brouillard. Les fusées ne pourront jamais. Il a secoué la tête et a serré les yeux, comme s'il essayait de s'extirper d'un rêve. Puis il frissonna une fois violemment. Il a ouvert les yeux, et je me suis de nouveau figé, alors que nous nous regardions en silence. « Tu vas mourir ici. J'ai toujours voulu te regarder mourir. Espèce de lâche. » Il pencha la tête en arrière et rit, puis mit le pistolet de détresse dans sa bouche et tira, la dernière fusée s'enflammant et baignant temporairement dans sa tête, dans un halo de magnésium orangé et de fumée. Il est tombé par-dessus la rambarde. Je suis resté debout pendant ce qui m'a semblé être un très long moment. Je me suis lentement rendu compte que j'étais seul. La foule s'étant retirée sous le pont, emportant sans doute avec elle cette sombre histoire. Je craignais pour le moral des troupes, une inquiétude absurde, je me rends compte maintenant. Mais je ne pouvais pas bouger de là, comme si ma force de volonté et ma détermination allaient me faire rendre mon ami. Le premier coup de feu m'a tiré de ma rêverie. Dans les casiers de secours, j'ai découvert qu'il restait une poignée de fusées de détresse. J'en ai fourré une dans chaque poche, et je suis entré dans le sombre passage vers le pont inférieur. Après quelques coups de feu, d'autres sons étouffés ont commencé à émerger. Des sanglots, des cris de douleur et de colère. L'obscurité était oppressante, alors que mon cœur se soulevait dans ma poitrine. La lumière pâle et déclinante des lumières chimiques qui pendaient à intervalles réguliers éclairaient le couloir vide, alors que je me dirigeais lentement vers ma cabine. Elle avait été saccagée, et mon pistolet de service avait disparu. Les 2 cabines suivantes contenaient les cadavres des officiers subalternes, les crânes ouverts infligés par des tirs à bout portant. J'ai ressenti un désir intense et irrationnel de courir sur le pont et de sauter par-dessus bord, de m'éloigner du bateau à la nage dans la mer inconnue. J'ai saisi une fusée de détresse la tenant devant moi, et j'ai commencé à marcher lentement dans le couloir, vers les couchettes des gardes. La porte était grande ouverte, et l'odeur de sang était prenante. Alors que mes yeux s'ajustaient lentement à la pénombre, j'ai vu un tapis de corps démembrés et déchiquetés. Quelques-uns des hommes bougeaient encore, ayant des spasmes.
J'ai regardé avec terreur un homme dont le visage était un masque de sang enragé, tournant la tête vers moi, et avec un faible cri, commençait à se traîner vers moi une jambe démembrée et l'autre brisée. Dans l'ombre, une autre personne se jeta sur lui en lui fracassant le dos avec le talon de sa botte. J'ai reconnu le visage de l'agresseur dans l'obscurité chimique verte, un jeune homme calme et réservé. Comme le capitaine, ce n'était pas l'homme que je connaissais. C'était une bête qui portait sa peau. Il s'est baissé et a attrapé la mâchoire de sa victime, le pouce glissant dans sa bouche. Le blessé a grogné d'un son sauvage et a essayé de le mordre, mais son agresseur a juste tiré violemment. La mâchoire s'est détachée avec un bruit de tendons déchirés et un cri d'agonie qui s'est évanoui dans l'air. Je ne respirais plus. Je me tenais silencieusement à l'entrée, mais l'agresseur a relevé la tête pour me voir, les narines dilatées. La mâchoire a heurté le sol avec un bruit de viande et il s'est précipité vers moi, comme avec grâce animale. J'ai tiré avec le pistolet de détresse et l'ai touché en plein dans la poitrine. Sa chemise a pris feu, puis il a rugi de colère et a continué à avancer vers moi. Lorsque j'ai franchi la sortie et claqué la porte, le feu avait gagné ses cheveux et il poussait un cri. Ses mains griffues étaient toujours tendues vers moi. Je l'ai senti heurter la porte, et j'ai vu ce visage de cauchemar enveloppé de feu à travers le petit hublot, les lèvres déjà brûlées pour révéler 2 rangées de dents parfaites. Il a hurlé et a commencé à se frapper avec tout son corps contre la porte. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis le silence. J'ai levé les yeux vers le hublot, et je n'ai vu que la faible image de la forme en feu qui disparaissait dans l'obscurité. Et je me suis condamné à une mort lente aux mains du froid environnant. Je peux encore entendre des survivants en bas, criant et frappant aux portes. Ce ne sont pas les hommes que j'ai connus. Je me console avec cette pensée, pendant que je les laisse dans l'obscurité pour qu'ils meurent de faim ou s'entretuent. Si vous avez lu jusqu'ici et n'avez pas fui ces eaux, alors je vous en supplie encore, partez maintenant tant que vous le pouvez. Ne regardez pas sous le pont. Il n'y a plus aucun d'entre nous à sauver, et certainement aucun qui vaille la peine d'être sauvé. Il fait froid maintenant, et le jour déclinant cède la lumière grise et terne à l'obscurité. Il n'y a pas d'étoiles cette nuit, rien que la lourde couverture de la nuit. Si je pouvais descendre, je trouverais un moyen de détruire le Mistral, comme les braves hommes du Magnus Dottir. Mais il est trop tard. Le mieux que je puisse faire de mes derniers instants est cet avertissement. S'il vous plaît, envoyez-nous dans les profondeurs. Ne dites à personne que vous nous avez trouvés et ne revenez jamais. Il y a des choses et des instincts primitifs plus anciens que l'homme, des forces au-delà de la compréhension de nos simples esprits, et ils habitent ici, sous la mer gelée.